Bonjour à toutes et tous, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs. Je voudrais d'emblée remercier ces salutations. Merci, Monsieur le Président Beltrami, merci au directeur Molinier, Madame Lignac, pour votre invitation, à toute l'équipe de direction de Sud Management. Je suis très honoré et très touché d'être parmi vous pour partager ces moments. Je voudrais aussi remercier évidemment ô combien le réseau EGC. C'est effectivement une première et je dois avouer qu'il n'est pas faux que je donne des conférences un peu partout dans le monde. J'étais en Nouvelle-Zélande il n'y a pas longtemps, je pars en Thaïlande, mais rarement avec ce dispositif, effectivement. Rarement avec ce dispositif qui consiste à retransmettre en même temps, un peu partout au national, la conférence. J'en profite pour dire que je suis touché aussi de travailler avec le réseau EGC. Ça me rappelle des vieux temps où il y a quelques années, avec mes collègues et amis Philippe Ben, Yves Ricolo, nous avons fait des choses très intéressantes et j'en profite pour les saluer. Alors, je voudrais juste dire deux mots, parce que je crois qu'il a été assez dit de choses concernant ma présentation, rajouter juste deux, trois éléments autour de cette question qui va nous occuper pendant 1h30 et quelques questions après sur le commerce de demain. Effectivement, mon métier consiste, un beau métier, ça consiste depuis 33 ans, après mes études qui au départ ne me prédestinaient pas à faire ces choses. J'avais fait Sciences Po et je travaillais plutôt sur la soviétologie, pour vous dire comme quoi les études peuvent varier. Et ensuite je me suis mis à m'intéresser au commerce, au droit de la distribution, puis ensuite à l'économie des réseaux et autres, et à l'interface entre les évolutions du commerce, de ses formats, de ses stratégies et du comportement des consommateurs. C'est pour ça que je visite beaucoup de pays dans le monde pour aller aussi comprendre de façon anthropologique et sociologique comment évoluent les mentalités, les croyances, les pratiques et voir comment s'adapte le commerce. Alors avec une position académique, j'y occupe effectivement une chaire à l'ESCP Europe. Je vais revenir 2 secondes sur cette chaire, elle a une particularité et j'y anime des équipes de recherche en tant que professeur à l'Université de Caen. À l'ESCP Europe, nous avons, ça fait des années que je m'occupe des enseignements et des recherches sur le commerce, et nous avons monté il y a 2 ans une chaire avec Michel-Édouard Leclerc, qui n'est pas du tout une chaire pour Leclerc, mais de Leclerc pour l'ensemble de la communauté, pour essayer de comprendre en invitant à travers des travaux de recherche, des conférences qui ont lieu tous les premiers mercredis de chaque mois, etc., toute la communauté. Donc il y a aussi bien les autres enseignes. La preuve, aujourd'hui, nous avons un éminent représentant de Casino, et nous avons aussi, on va le voir, des gens d'Alibaba, d'Amazon, des startups, etc., des chercheurs. Enfin, l'idée, c'est d'animer une communauté pour essayer de comprendre le commerce de demain. Vous allez voir que le commerce est aujourd'hui très complexe. Il l'a toujours été. Le commerce est un monde très organique, très sophistiqué. Souvent, on a l'impression que le commerce est quelque chose d'extrêmement simple. J'ai eu l'occasion de découvrir d'année en année à quel point c'est très riche, c'est fonction de beaucoup de facteurs divers et variés. On a essayé aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, on va commencer par ça, avec cette chaire, de renforcer nos connaissances en la matière de façon très humble. Et comme le dit Michel, notre fierté avec cette chaire, c'est de ne pas comprendre grand-chose à ce qui est en train de se passer et d'avoir besoin de l'ensemble de la communauté, tous ensemble, pour essayer de comprendre l'avenir. Juste, je vous signale ici les différentes animations que nous organisons, notamment des événements tous les premiers mercredis de chaque mois autour des différents thèmes du commerce de demain, aussi bien les questions de la logistique étant en train de se refondre, la logistique urbaine, que les nouveaux métiers, les nouveaux types de formation dans le commerce qu'on appelle 4.0. Je reviendrai sur la dénomination du commerce 4.0, sur les questions de la consommation collaborative, etc. Enfin, tous ces thèmes-là qui sont des thèmes très empreintes. Alors, vous retrouverez, on vous l'a mis là, c'est juste pour vous signaler que cette conférence, vous allez pouvoir retrouver son contenu dans un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle Commerce et urbanisme commercial, les grands enjeux de demain, donc il reprend en partie la conférence, même si la conférence va actualiser, puisque évidemment on fait une veille permanente, un certain nombre d'éléments qui sont dans le livre, et qui a été coécrit avec une spécialiste, sans doute la meilleure spécialiste française du droit de l'urbanisme commercial. La seconde partie, dont je ne traiterai pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas ma compétence, c'est la sienne, de Dominique Moreno, le docteur Dominique Moreno, qui, elle, s'interroge sur quels sont les enjeux en matière d'urbanisme commercial par rapport à toutes ces évolutions, évidemment, très fortes du commerce. Le président Beltrami l'a dit, je n'ai pas que des activités académiques, j'ai aussi des activités empiriques, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises de la distribution. Alors je suis désolé, ça fait un peu Valbuena qui parle devant ses sponsors à la télévision, mais ça vous donnera une idée des entreprises, quelques-unes avec lesquelles j'ai collaboré depuis très longtemps, et y compris d'avoir conçu une chaîne de chocolat qui existe toujours, qui s'appelle De Neuville, que vous connaissez peut-être, qui était à l'époque une chaîne d'une marque anglaise, Rentry, qui aujourd'hui appartient à Savencia. On va donner un peu d'amplitude au son. Parfait. Un peu juste. Pardon. Olivier, ça va comme ça? Ça va, je vais essayer de ne pas le prendre dans l'œil. Non, c'est mieux. Bon.
Bon, c'est ça aussi le live, hein, c'est l'improvisation, etc. Bon, voilà, donc ça vous donnera une idée. J'ai travaillé plus de 10 ans avec Laurent Merlin sur l'évolution du concept de magasin, beaucoup avec les centres commerciaux, à comprendre les centres commerciaux dans les années 2000, toujours avec une démarche effectivement à la fois théorique et empirique, notamment avec le groupe Unibail qui détient des grands centres comme La Part-Dieu, Parly 2, etc., etc. Alors, cessons de parler de moi, parlons un peu du commerce de demain. Mon agenda cet après-midi pendant cette conférence, ça va être de questionner déjà dans un premier temps avec vous l'idée, et je crois qu'elle est aujourd'hui assez communément partagée, qu'on vivrait une nouvelle révolution commerciale, de même ampleur que celle du 19e siècle, d'où l'importance de comprendre ce qui se passe, d'où la chair, etc. Mais qu'en même temps, paradoxalement, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, on a le sentiment que le commerce physique n'est pas mort. Je crois que à mesure que le commerce digital se développe, il intègre d'ailleurs de plus en plus du commerce physique. Les consommateurs font des arbitrages de canaux, on va voir pourquoi, et que l'idée selon laquelle le développement du e et du m-commerce, et puis de plus en plus de ce qu'on appelle le social commerce, c'est-à-dire le commerce à travers les réseaux sociaux, ne laisse pas de côté le commerce physique, mais qu'au contraire, on a le sentiment que le commerce physique, les magasins physiques reprennent force et vigueur. En même temps, une des raisons à cela que je vais développer avec vous, qui adresse des questions qui sont légèrement périphériques au commerce, c'est des questions de logistique, c'est qu'on a le sentiment qu'on a un plafond de verre aujourd'hui en matière de commerce digital et que de plus en plus de gens recourent au commerce digital à travers leur smartphone, etc. Mais que plus ils y recourent, plus ça pose des questions en matière de logistique et d'une certaine façon, si on ne reconfigure pas la micro-logistique urbaine, ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou le last mile en anglais, on va avoir des problèmes et ça va renforcer l'arbitrage entre le commerce physique et le commerce digital. Ce que je vous raconte là, et ce qui est la trame de ma conférence cet après-midi, ne signale pas que le commerce digital va reprendre un pouvoir sur le commerce physique sur le commerce digital, mais que le commerce physique semble s'inscrire dans une continuité et je dirais une agrégation avec le commerce digital à certaines conditions néanmoins. La première, c'est qu'il fasse vivre à ses consommateurs, à ses acheteurs, ce qu'on appelle des expériences. La notion d'expérience, de shopping expérience n'est pas nouvelle. Vous avez ici un de vos enseignants-chercheurs qui est un grand spécialiste de cette question, avec le sensoriel, le design, etc. Néanmoins, la particularité aujourd'hui, c'est que ces expériences très fortes qu'on fait vivre aux consommateurs dans les magasins, on a tous en tête des magasins en son temps, comme aujourd'hui c'est dépassé, mais comme Abercrombie & Fitch ou Hollister, etc., doivent être abordables. Et la nouveauté, c'est si on veut que le consommateur continue à venir dans les magasins physiques, c'est sans doute qu'il faudra qu'il fasse vivre à ses acheteurs des expériences fortes, mais abordables. Et l'autre élément, c'est justement, et je terminerai avec ça à ma conférence, parce que ça montre bien l'insertion du commerce digital et du commerce physique, c'est que ce commerce physique soit capable d'être intégré dans des parcours clients qu'on appelle phigitaux, physiques et digitaux, et qui sont articulés, et c'est la grande nouveauté, et là vous allez voir que on parlait d'aller explorer ce qui se passait ailleurs, je travaille beaucoup sur la Chine, et ce qui se passe en Chine nous donne des leçons en la matière, c'est qu'au lieu de parler de cross-canalité avec des canaux digitaux et des canaux physiques, on est là en train de parler de comment le commerce physique s'inscrit dans des parcours des consommateurs qui sont digitaux, mais il s'agit surtout des réseaux sociaux. Et on voit que le commerce digital est en train de muter vers une logique plus organisée par les réseaux sociaux. On va évidemment parler de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, etc., mais aussi de Tinder et de choses comme ça qui vont intégrer le monde du commerce digital en y intégrant aussi le commerce physique. Voilà à peu près le programme de ma conférence. Alors, premier point, une nouvelle révolution commerciale. Je crois que la grande aventure du 19e siècle, qui a été l'arrivée du magasin, vous connaissez tous les magasins, avant le 19e siècle, c'était une exception. Le commerce était surtout les foires, l'artisanat, l'autoconsommation, les échoppes, mais pas les magasins, d'abord parce que les pieds d'immeubles servaient surtout à recevoir les déchets qui étaient balancés par des seaux depuis les étages des immeubles dans les villes, et la notion de ville est même une grande invention du 19e siècle. Elle va se développer, l'urbanisation, au 19e siècle. Et donc, tous ces facteurs sociologiques, urbanistiques, la révolution industrielle, les lumières, etc., l'idée qu'il faut ramener les gens dans les villes pour les éduquer, les éclairer, la notion de ville-lumière, qui est vraiment un concept intéressant. Tout ça, c'est le 19e siècle, et ça va fabriquer, en plus de la révolution industrielle et des transports, une technologie commerciale qu'on connaissait peu et qui va prendre vraiment toute son ampleur à partir de la révolution industrielle du 19e, c'est le magasin. Je vous en ai mis un ici, les Galeries Lafayette, ça sera le Bon Marché, ça sera aussi des petits magasins, etc., etc. Ça, c'est la grande révolution du 19e. Les historiens du commerce sont assez dubitatifs à l'idée qu'on aurait vécu d'autres grandes révolutions au XXe siècle. On a eu des mutations de ce magasin. La première mutation importante, c'est sans doute 1929. La date n'est pas neutre.
1929, dans le New Jersey, il y a un commerçant qui a un magasin, comme c'était le cas à l'époque, avec des vendeurs, des démonstrateurs, etc. Mais c'est la crise. Et donc il doit baisser les prix. Et ils disent comment je vais réussir à baisser mes prix? Donc c'est en baissant mes coûts. Et il trouve 2 astuces pour baisser ses coûts. Il va enlever, malheureusement, une partie de son personnel de vente et il va faire le travail au consommateur. Donc, dans d'autres termes, il va mettre un panier dans les mains du consommateur, puis un chariot, et il va transformer le consommateur en logisticien, et en partie, il va lui faire le travail qu'avant faisait le personnel de vente. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, il faut que je baisse mes coûts à l'achat. Donc pour baisser mes coûts à l'achat de mes produits, il faut que j'augmente ma quantité de produits vendus. Donc je vais augmenter ma surface de vente et je vais mettre mon stock dans le magasin. Et c'est la naissance du libre-service. Et donc finalement, le supermarché libre-service qu'on connaît tous aujourd'hui, il naît à cette époque-là à cause de la crise des années 20 et 29. Ça, c'est une mutation. C'est pas vraiment une révolution. Le magasin et la révolution, c'est une mutation. La deuxième grande mutation, selon moi et selon les historiens du commerce, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les gens, avec le baby-boom, vous avez appris tout ça en histoire et autres, vont habiter, les familles vont se développer, les gens c'est le baby-boom, hein, c'est l'après-guerre, la croissance, on renaît, etc. Ils vont s'installer parce que les familles sont plus grandes et qu'il y a une expansion démographique en périphérie de ville. Comme il s'installe en périphérie de ville, le commerce va s'installer en périphérie de ville. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes surfaces et autres, c'est finalement le commerce de proximité des années 50-60 qui va s'installer, ou 70 aussi beaucoup, en périphérie de ville. Donc, le commerce change de spatialité. Rappelez-vous Carrefour. Carrefour, au départ, c'est un supermarché à un carrefour à Annecy. Et c'est pour ça que ça s'appelle Carrefour. Et puis avec les années 60-70, ils vont aller s'installer en périphérie, d'abord dans la banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il va s'appeler Carrefour, mais c'est un supermarché qui va muter en hypermarché. Bon, tout ça pour dire qu'on a des évolutions depuis le 19e siècle, mais on n'a pas de grandes révolutions. Maintenant, je vais vous montrer là les 6 premiers. D'ailleurs, le chiffre a changé depuis quelques jours, et le slide suivant montrera les dernières données. Les 6 premiers magasins au monde, vous voyez que le premier était encore Walmart, des magasins. 3e Costco, c'est des formes de magasins. 4e Kroger, c'est des supermarchés. Amazon, moi je l'interprète encore comme un magasin, au moins pour la moitié de son activité. Ils achètent des produits, ils les stockent dans les entrepôts et ils les revendent à travers un magasin qui est le site web. On va voir que c'est en train d'évoluer, mais ça reste une logique de magasin, même si le magasin est digital. Et puis Carrefour sont des magasins, des grands, des petits, etc. Puis vous voyez que la barre en rouge, Alibaba, il a une particularité, c'est que lui, il n'a pas de magasin, il n'a pas de produits, il n'a pas de stock, il n'a pas d'entrepôt. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il est en train de racheter, j'y reviendrai, des magasins et des centres commerciaux, mais son modèle séminal, c'est sans produits, sans magasins, sans stock. C'est ce qu'on appelle une place de marché. Comme d'ailleurs la moitié à peu près de l'activité d'Amazon. Qu'est-ce que c'est qu'une place de marché? C'est un système d'information articulé avec un nœud de contrat fait avec des fournisseurs, des grands, des petits, etc., qui va vous permettre de récupérer des produits, comme vous le faites sur Amazon, qui peuvent venir de n'importe quel type de fournisseur. Et en fait, les produits sont envoyés directement par les fournisseurs. Simplement, il y a tout un système contractuel avec l'intermédiaire qui est la place de marché. Vous voyez sur ce schéma qu'il est déjà 2e mondial et qu'il n'est qu'en Chine. Il commence à se développer à l'étranger, mais il a principalement ancré son activité sur la Chine. Je travaillais il y a quelques jours avec le directeur d'Alibaba France, qui d'ailleurs s'appelle Sébastien Badeau, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, et nous n'avons aucun lien de famille. Et il me disait, ton slide est dépassé, je vais t'envoyer les derniers chiffres. Et les derniers chiffres nous montrent qu'Alibaba est passé devant Walmart. Et en beaucoup moins de temps, en 13 ans, il est devenu premier distributeur mondial. Donc aujourd'hui, le premier distributeur mondial, c'est un acteur qui n'a ni magasin, ni stock, ni entrepôt. C'est bien une forme de révolution digitale sur laquelle nous allons revenir. Évidemment, dans cette révolution, et c'est corrélé à ce que je viens de raconter, on assiste à une crise des magasins physiques. Alors là aussi, on nous dit ici et là, les magasins vont disparaître, etc. Je vais vous montrer dans la présentation qu'on ne croit pas à ça. Maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a une crise du trafic. Il y a moins de gens qui vont dans les magasins physiques. Les gens ont de plus en plus de mal à sortir de leur zone de confort pour y aller. Et il y a une crise du panier. On voit bien, alors on va voir que c'est un peu différent en fonction de la nature des produits, mais massivement, on est sur moins 3, moins 5%, dans certains secteurs, moins 10%. Il y a des secteurs qui sont très fortement attaqués. Tout ça est nouveau. On parle de vacances commerciales dans des centres-villes. Là aussi, ce sont des choses assez nouvelles. Il y a des villes qui sont à 11, 12, 13% de vacances commerciales. Tout ça signale des éléments de cette révolution.
Voilà comme par exemple cette une du Monde qui signalait un rapport de l'inspection générale des finances qui est sorti au printemps, qui attirait l'attention de nos dirigeants sur les vacances commerciales. C'est pas uniquement la question des centres-villes, on voit dans beaucoup de pays que même les grands centres commerciaux, alors c'est pas aussi radical dans des pays, je dirais en Europe, ou dans tous les cas comme la France, quoique l'Espagne un peu plus, mais on voit aux États-Unis des centres commerciaux qui ferment, etc. Enfin, il y a véritablement une crise du commerce physique. Un des ingrédients de cette révolution commerciale. Ça ne nous aura pas échappé qu'une enseigne aussi connue que Toys R Us, qui aurait pu imaginer il y a encore 10 ans, on appelait ça à l'époque un category killer, il tuait les autres dans sa catégorie. Bon, là, c'est plutôt un peu lui qui commence à souffrir. Vous avez vu dans la presse que Toys R Us est en difficulté, comme un certain nombre d'autres enseignes. En même temps, on voit que le e et le m-commerce, alors peut-être tout le monde n'est pas familier avec la notion de m-commerce, on appelle e-commerce du commerce qui est fait, donc des achats qui sont faits sur des sites web, sur des laptops, ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. On appelle m-commerce de l'achat qui est fait sur des applications ou des réseaux sociaux, qu'on appelle plutôt ça social commerce, sur des smartphones ou sur des tablettes. Je pense que vous achetez sur vos... Il y a parmi vous, là, par exemple, dans cette salle, qui achètent sur des smartphones, sur des tablettes. Oui, montrez-nous. Qui achète sur des smartphones et des tablettes? Très bien. Et qui achète plutôt sur des laptops ou sur des ordinateurs de bureau? Bon, ben, je crois que vous signalez la tendance. Il y en a encore, mais la FEVAD nous dit, la Fédération de la vente à distance, qu'en France, depuis mars 2017, il y a plus d'acheteurs qui achètent sur tablettes et smartphones que sur des ordinateurs fixes. Alors, ce commerce augmente. On est à des taux de croissance de 11 à 15% par an. Par exemple, sur les arts de la table, on est à plus 38%. Il y a de plus en plus de sites marchands, même si en réalité, on va voir que ça reste un oligopole avec quelques grands acteurs qui dominent. Les grands acteurs qui dominent sont à plus 6%. Il y a plus 15% de places de marché, comme Alibaba et autres, mais il n'y a pas que. Et puis, on voit bien que le même commerce l'emporte, on est à plus 53%. Tout ça représente aujourd'hui, par exemple en France, 7% du commerce de détail. Ce qui est à la fois important, 7% quand on est sur en termes de chiffre d'affaires, ça n'est pas neutre, et en même temps, ça n'est que 7%, certains pays sont à 10%, et on va voir même que ce chiffre est un tout petit peu biaisé, parce qu'en réalité, le dénominateur n'est pas homogène avec le numérateur. C'est-à-dire que le numérateur, c'est l'ensemble des transactions faites par des clients sur des sites marchands, mais y compris la SNCF, le tourisme, etc., c'est-à-dire les services. Le dénominateur, c'est uniquement l'ensemble du commerce physique. Et donc on voit qu'en réalité, on a une forme d'hétérogénéité entre les deux et que le chiffre est en réalité, si on le prend uniquement sur le commerce de détail, légèrement inférieur. Et puis on a une nouvelle technologie. Qui aurait imaginé qu'après avoir shazamisé le son, on shazamiserait les objets? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, au premier rang desquelles Amazon, dont l'application iPhone permet de shazamiser un objet, un vêtement que j'aime bien, que j'ai rencontré dans la rue, qui me plaît, etc., pour pouvoir l'acheter. Vous avez Wishiba, Amazon Fortify, enfin, il y a énormément d'applications qui permettent de shazamiser les produits, ce qui facilite évidemment considérablement les méthodes d'achat. On nous parle des objets, l'Internet des objets. Beaucoup de travaux montrent que de plus en plus d'objets parleront entre eux. Le frigo commandera directement chez les distributeurs, chez les producteurs. Peut-être vous avez vu le petit bouton, le dash button d'Amazon qu'on magnète sur sa machine à laver. Et si je n'ai plus de lessive, j'appuie directement. J'ai préprogrammé sur le site d'Amazon le type de produit que je voulais. Ça commande directement chez le producteur. On a tous ces éléments qu'on appelle la consommation 4.0, qui est plus mobile, plus agile, plus rapide, digitale, etc., etc. Alors évidemment, avec le risque de toute cette consommation, d'aller vers des consommateurs qui bougent de moins en moins, qui sont servis, on imagine avant même qu'ils aient pensé les produits qu'ils souhaitaient, leurs besoins, voire leurs désirs, avec, comme le montre le film Wall-E, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à le voir, qu'il est extrêmement intéressant, c'est un très très beau, très bel objet prospectif, certains problèmes de santé publique, éventuellement, parce que ces consommateurs ne bougent plus, on arrive à satisfaire tous leurs besoins avant même qu'ils les aient exprimés, et avec des technologies de robots, peut-être va-t-on vers ça. C'est ça, la révolution actuelle. Pour les mêmes raisons qu'au XIXe siècle. Idéologique, technologique, urbanistique, sociologique, etc. On voit ce nouveau paysage se configurer. On ne peut pas nier qu'il y a une révolution qui touche le commerce. L'autre révolution, ou l'autre élément de la révolution, c'est ce que les gens vont avoir dans les têtes. Avant l'arrivée d'Internet, et en particulier d'Amazon, qui a évidemment une position dominante sur le marché,
notamment du fait d'une stratégie qui consiste à sponsoriser beaucoup d'activités d'expérimentation sur les usages qui ne sont pas forcément rentables, mais qui sont sponsorisés pour pouvoir préempter des nouveaux usages. Et ça, c'est tout à fait naturel dans des marchés en mutation. Les consommateurs, maintenant, vont avoir ça dans la tête. Ok, je veux aller en magasin, mais à condition que le magasin fasse ce qu'Amazon ne pourra jamais faire, en termes de choix de produits, de référencement, de conseils, de livraison, etc. etc. On ne peut donc pas nier, comme le montre ma collègue américaine Jen McGonigal, que la réalité semble cassée, et que ce portrait que vous avez là, vous voyez, comme un tableau en faïence ou en verre qui sera en train de se fissurer, tous les bouts ne tombent pas en même temps, mais des bouts commencent à tomber de l'ancien paysage commercial hérité du 19e siècle avec le magasin. Et progressivement, on voit, difficilement, c'est pour ça qu'on a créé la chaire, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on voit apparaître un nouveau tableau. On en voit des bouts pour l'instant, quelques bouts, on n'en voit pas encore tout le paysage, mais on est convaincu qu'effectivement, il y a une révolution commerciale qui est en cours. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette révolution va éliminer radicalement, d'un revers de manche, comme ça, de main, rapidement, l'ensemble du commerce physique. Et le rôle des chercheurs, et mon métier c'est avant tout d'être chercheur, c'est de regarder les choses de façon très neutre, très objective, sans aucun enjeu. Et les chercheurs se rendent compte que les choses sont plus complexes que ça. On a cette révolution commerciale, on ne peut pas la nier, mais qu'en même temps, les choses sont plus complexes et que le commerce physique, même en ce moment, serait plutôt en train de reprendre un regain de fonctionnalité. Je vais essayer de développer ce point. Alors, d'abord, regardons les statistiques. Le chercheur appuie d'abord sa démonstration sur des statistiques. Qu'est-ce qu'on voit en matière statistique en France? On voit qu'on a 3 types de comportements du commerce physique. On a des magasins qui se portent très très bien, c'est la courbe d'en haut, forte taux de croissance, c'est les magasins qui vendent les choses pour aller sur Internet. Donc c'est des magasins de casques audio, de téléphones portables, c'est des magasins free, etc. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. On a une deuxième famille de magasins qui se portent plutôt bien, moins que les autres parce qu'ils sont plus anciens, leur taux de croissance est donc plus ancien, donc le différentiel est moindre. C'est des magasins, notamment les grandes surfaces, c'est H&M, c'est Primark, c'est Zara, c'est Apple, les Apple Store, c'est Leroy Merlin, c'est Decathlon. Disons, ce sont des enseignes qui savent structurer. Alors, je parle surtout du spécialisé ici, on reviendra tout à l'heure sur l'alimentaire, sur les hypermarchés, mais ce sont des enseignes qui ont su depuis des années comprendre plus finement les besoins, les attentes, les évolutions de la consommation, qui ont structuré le paysage commercial, qui ont structuré les têtes, qui ont organisé le cross-canal. Finalement, c'est plutôt payant. Regardez ce que fait H&M, ce que font Zara sur la capacité à innover, etc. Et puis on a le reste du commerce où là, il y a un peu à boire et à manger en termes de position économique. Certains sont croissants, d'autres sont en récession. On va essayer de regarder ça en détail. Maintenant, je rentre dans l'hypermarché, et je pars sous le contrôle d'un grand spécialiste des hypermarchés, notre président. Et que voit-on dans l'hypermarché? On voit que les choses sont un peu contrastées. Oui, les hypermarchés sont un peu en récession. Bon, d'abord, ils sont en récession parce que le prix de l'essence a baissé et que pendant longtemps, c'est le prix de l'essence qui portait leur croissance. C'était un peu exogène et qui ne contrôle pas le prix de l'essence, mais enfin, comme vous le voyez sur la courbe orange, évidemment, le prix du carburant ayant baissé, ça a un peu attaqué leur positionnement de valeur. On voit que le non-alimentaire est en récession. C'est une récession plus lente, mais durable. Et ça signale vraiment des modifications de comportement. Les gens achètent moins de non-alimentaire en hypermarché, ils achètent sur Amazon, ils achètent sur le Bon Coin, ils rétractent leurs achats en disant pourquoi vais-je acheter la énième lampe dont je n'ai pas besoin. On est à l'ère un peu de la critique de la consommation et de l'hyperconsommation, donc ils achètent moins. Ils font des arbitrages, de très gros arbitrages. Partout où je vais dans le monde, je vois les mêmes arbitrages. Je garde de l'argent pour le dernier smartphone sorti. Donc on voit les consommateurs garder des réserves de leurs revenus pour acheter le dernier smartphone sorti. Et ou un voyage de 5 jours extrêmement stimulant qui compense ma VDM. Vous voyez ce que c'est que la VDM? Ma vie de merde, beaucoup de gens considèrent qu'ils ont des vies difficiles aujourd'hui. Et je prends exprès cette notion de VDM, parce que Maxime Valette, que je salue, je pense qu'il ne nous écoute pas, mais que je salue, le fondateur de VDM, est un acteur très intensivement impliqué dans cette nouvelle révolution. Donc on voit que le non-alimentaire souffre à la fois d'une remise en cause de la consommation, d'arbitrage économique sur les budgets des ménages, assez important, et puis de canaux alternatifs, les canaux collaboratifs, etc. Tout ça attaque un peu la valeur des hypermarchés. Par contre, vous devez être surpris par la courbe verte. On voit que l'alimentaire, lui, se porte plutôt bien.
Et pourquoi il se porte bien l'alimentaire dans les hypermarchés? Et on va voir que ça n'est pas que dans les hypermarchés. C'est que c'est un nouveau type de consommation alimentaire. C'est une consommation plus raisonnée, plus éthique, plus bio, sur des canaux plus courts, etc. Et vous allez voir, sans nul doute, muter les hypermarchés avec des formes de merchandising alimentaire qui rappellent un peu les marchés d'antan, les halles, des canaux courts, des petits producteurs qui viendront présenter leurs produits, les vendre, du bio, etc. Et sans doute tout ça va soutenir la valeur des hypermarchés, ce qui fait qu'il y a peu de chances qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Vous avez d'ailleurs vu, sans doute entendu dans la presse, qu'Amazon était en train de chercher à acheter des chaînes d'hypermarchés françaises, une chaîne, après avoir acheté Whole Foods, qui est une chaîne justement américaine, qui vend cet alimentaire un peu qualitatif. Quand on regarde l'hygiène beauté, on se rend compte que les magasins vont bien. J'ai pris NYX, mais je pourrais prendre Kiko, je pourrais prendre Sephora. Oui, il y a un peu comme tout le monde des petits problèmes de panier, mais néanmoins, on voit qu'il y a encore beaucoup de monde dans les magasins. Vous voyez là des consommatrices. Au passage, vous remarquerez, c'est un point sur lequel je reviendrai, que le mur digital qui leur a été proposé ici ne les intéresse pas. Et on voit ça dans beaucoup de magasins. Tous les équipements digitaux interactifs, réseaux sociaux, mais proposés par le magasin fonctionnent peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est soit les produits, soit, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est leur device à elles. On appelle ça BYOD, Bring Your Device. C'est mon smartphone, je vais m'influencer sur YouTube, etc. Et après, je vais valoriser ça sur Snapchat. Mais c'est surtout le magasin ici qui joue sa fonction pleine et entière. L'autre élément qui explique que le commerce physique ne va pas si mal que ça, malgré cette révolution commerciale, c'est qu'il s'adapte. Or, le commerce, c'est très adaptatif. N'oublions pas ça. On a vu, tout au long du 19e et du 20e siècle, le commerce a su s'adapter, même si ce ne sont pas des grandes révolutions, il a su muter et s'adapter aux évolutions sociétales. Première adaptation, il change d'espace. Il va moins être sur des espaces où c'est les clients qui doivent venir à lui, il va plutôt aller sur des espaces où il y a des clients. Et des clients en mouvement, des fréquentations, des flux. Il va s'installer sur les flux, notamment dans les gares, notamment dans les lieux de flux, on va y revenir. C'est une façon pour le commerce physique de continuer à être performant. L'autre mutation du commerce physique, c'est une mutation en termes de concept. C'est moins qu'il s'installe sur des flux, qu'il va adapter son concept en mutualisant les raisons de faire se déplacer les clients. Et pas simplement en leur offrant du commerce, des marchandises, etc., mais en leur proposant d'autres types d'activités, culturelles, du coworking, etc. Enfin, des événements qui ne sont pas uniquement strictement commerciaux. On appelle ça des tiers-lieux. Je vais revenir sur cette notion de tiers-lieux. Premier élément de mutation, changement de spatialité. Le commerce physique s'adapte et va s'installer là où se trouvent les consommateurs. Vous avez ici, c'était lundi et mardi, j'étais dans un grand colloque national à Orléans, et on a le patron du groupe Findis et Cuisine Plaisir notamment, qui dit « Je suis convaincu qu'il y a un avenir pour les magasins de proximité ». Donc c'est ça cette idée, c'est qu'on va aller au plus près des consommateurs. Pourquoi les magasins vont-ils s'installer au plus près des consommateurs? En fait, ils vont s'installer au plus près de là où se trouvent les consommateurs, et les consommateurs ont des vies de plus en plus éclatées. Pendant longtemps, ça existe encore, il y a encore des gros volumes d'achats le samedi matin. Mais on allait faire ses courses le samedi matin à l'hyper, le samedi après-midi en centre-ville, le dimanche au marché. C'est encore vrai. Les chiffres le montrent encore. Néanmoins, aujourd'hui, les gens ont des vies plus compliquées depuis 20 ans. Ils ont des vies éclatées, ils ne travaillent plus où ils habitent, ils font plusieurs métiers. Ils sont des slashers. Vous savez ce que c'est le slasher? C'est quelqu'un qui a une activité, un bout de revenu complémentaire, slash Airbnb, slash Blablacar, slash Le Bon Coin, slash ceci, slash là. Ils font plusieurs activités. Ils ont des métiers éparses, etc. Tout ça fait que leur vie est plus compliquée, plus fragmentés, et donc ils vont minimiser leur taux d'effort et aller acheter là où ils se trouvent. On a donc un éclatement, une fragmentation des moments shopping, donc le besoin d'aller s'implanter au plus près de là où sont les consommateurs au moment où ils vont acheter. On parle d'omnicanal, c'est-à-dire le consommateur aujourd'hui, lui, il veut qu'il y ait un canal à sa disposition là où il se trouve, que le canal soit physique, électronique, peu importe. Donc la grande mutation du commerce en cours, en termes de spatialité, c'est d'aller s'implanter là où sont les gens. Sauf que les gens ne sont pas statiques. C'est plus uniquement s'implanter autour de leur habitat, s'implanter autour du travail. Ils bougent, on vient de le voir, ils bougent de plus en plus. Donc je préfère à la notion de proximité la notion de viscosité. C'est-à-dire le commerce va être visqueux au flux, c'est-à-dire il va suivre les flux de consommateurs, soit des flux piétons, soit des flux voitures, transports en commun, trains, avions, etc. Regardez
La croissance du groupe Carrefour, je prends le groupe Carrefour comme un bon révélateur, puisque Carrefour fait à peu près tout. Il fait des hypermarchés, comme vous le savez, il fait des supermarchés, il fait des supérettes, des magasins de proximité, etc. On voit bien que la prime aujourd'hui, c'est aux supérettes, c'est aux magasins qu'on appelle convenience, des magasins d'extrême proximité. Et vous avez dû les voir fleurir à peu près partout. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est Carrefour, mais c'est aussi le groupe Casino, parce que quand même, Franprix et Monoprix, qui a longtemps été Casino Galeries Lafayette, rendons complètement aux deux Césars ce qui leur appartient. Mais quel magnifique succès! Vous êtes tous trop jeunes, la plupart dans cette salle, pour savoir que Monoprix, historiquement, ce ne sont pas du tout des sortes de supermarchés premium, très ajustés à la proximité. C'était des magasins populaires avec des prix, j'ai connu ça quand j'étais enfant, à simplement 1 ou 2 prix. Monoprix. J'ai connu Monoprix et Prix Unique quand on y vendait des produits à 1 franc et à 5 francs uniquement. Et c'était des produits très, très simples. Aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est devenu. Voilà des exemples de magasins qui ont su s'adapter à aller s'ajuster au plus près des usages, des flux, etc. de leur clientèle. C'est aussi vrai pour le groupe Carrefour. D'ailleurs, quand on regarde la granularité des supérettes, on voit que les supérettes, en 2005, on en avait une pour 10 000 habitants, aujourd'hui une pour 7 000 habitants, et on voit bien que le grain se resserre. Les zones de chalandise, vous savez, les zones primaires, comme vous apprenez dans vos cours, sont en train de se resserrer. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus faire d'efforts, ils ne veulent plus aller très loin de là où ils se trouvent pour acheter, d'où cette prime à la proximité et à la viscosité. Alors ça explique qu'on commence à trouver des magasins un peu partout dans des lieux où il n'y avait pas de magasins, très peu. Enfin, il y en avait, mais 2-3. Les gares. Aujourd'hui, la gare de Kyoto est dans le top 10 des 10 premiers centres commerciaux du monde. La gare Saint-Lazare, je prends l'exemple de la gare Saint-Lazare, qui est une réussite d'ampleur mondiale, est aujourd'hui un des centres commerciaux les plus performants au monde, qui multiplie par 2, voire par 3, le rendement commercial au mètre carré. Quand un centre commercial de destination, qui fait bien son métier, attire des clients, arrive au niveau mondial, quel que soit le pays, à, je dirais, produire quelque chose comme, on est à quoi, 7-8 000 euros ou dollars du mètre carré, on va être là à 16 000, 17 000 euros. L'hygiène beauté, je crois qu'à Saint-Lazare, est à 26 000 euros du mètre carré. Ça vous montre à quel point aujourd'hui... Oui, je sais, ça fait rêver les... Volume et récurrence, c'est ça les flux. Alors évidemment, vous allez me dire, sur des gares comme celle que j'évoque, Kyoto, la gare Saint-Lazare et autres, on a aussi beaucoup de banlieusards. Et les banlieusards sont intéressants parce que c'est du volume et de la récurrence. Tous les jours, enfin quasiment tous les jours, etc., etc. Donc on voit bien que le commerce va s'installer sur ces lieux de viscosité. Souvent avec des formats plus petits. Comme vous le voyez sur la photo de droite, on va avoir plutôt des comptoirs, des formats plus courts. C'est le cas de Kiko, par exemple. Regardez le grand succès de Kiko. Kiko nous offre à peu près tout, c'est-à-dire un peu de la mode, c'est assez sympa, c'est milanais, c'est un peu italien. On a des gammes très très ajustées, parce qu'on doit avoir des magasins très efficaces. On ne peut pas se permettre d'avoir un merchandising un peu dilettante. Donc on a un merchandising très ajusté, un assortiment très ajusté, des magasins très ouverts, et ils vont s'implanter. Si vous regardez bien la politique d'implantation de Kiko, qui consomme chez Kiko dans cette salle? Y a-t-il des acheteuses de Kiko? Voilà. Alors c'est plutôt féminin, visiblement. Non, c'est une évidence. Dans tous les cas, vous voyez bien que c'est plutôt des magasins qui sont implantés sur des lieux très commodes, très pratiques. Regardez, l'Occitane va plus loin. L'Occitane rend agile son format en disant non seulement je vais m'implanter sur des flux, si vous regardez bien la politique d'implantation de l'Occitane, elle est de plus en plus sur des flux, mais je vais même avoir des formats agiles, mobiles, qui vont là où sont les flux. Parce que les flux peuvent bouger. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un pop-up. Vous savez tous ça. Sauf que jusqu'à présent, la fonction du pop-up store, c'était plutôt de la communication, de la promotion, du teasing, valoriser une nouvelle marque. C'est toujours le cas, mais ça devient aussi un format de distribution. Dans le portefeuille des formats des enseignes, comme l'Occitane, vous allez avoir le flagship, ce qu'on appelle le flagship store, le magasin amiral. Vous allez avoir le magasin de flux, et vous allez avoir de plus en plus aussi le pop-up. Là, c'est quelques meubles, vous voyez, quelques produits, un terminal de paiement, et on va le déplacer là où se trouvent les flux. J'ai tiré ça d'un mini retail safari que j'ai fait hier après-midi à Agen. Je dois dire que c'était... Voilà, c'est aussi ça mon métier, c'est de faire de la veille. Je n'avais jamais vu ça. Alors j'avais vu ça quand j'étais enfant. C'était des appareils à tirettes dans lesquels on gagnait soit des bonbons, soit des petits gadgets, etc. Et on mettait 1 franc, à l'époque c'était en francs, et nos parents mettaient ça surtout, et puis on récupérait un gadget ou un bonbon. Ça aujourd'hui c'est pour des produits cosmétiques.
Et la différence, c'est qu'on ne met plus 1 franc ou 1 euro, c'est avec du sans contact. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait imaginer sur des produits un peu lifestyle, etc., je pense à des marques comme Benefit et autres, d'installer ces petits appareils un peu en plus nostalgiques, un peu vintage, qui renvoient pour une clientèle qui a été marquée par ça. Donc on voit bien le lien avec l'histoire. Finalement, je récupère le produit, c'est totalement fluide puisque je paye en sans contact. Bientôt, on n'aura même plus besoin de mettre sa carte de crédit. Ce sera directement comme les passes Navigo et autres avec son smartphone qui sera pré-reconnu et enregistré. Je payerai directement de façon très fluide. Donc on voit bien qu'on a tout un appareillage de commerce fluide qui va s'installer sur les flux. Être installé sur les flux, ça n'est pas uniquement s'installer sur les flux, c'est offrir une offre qui correspond à l'usage et à la fonctionnalité du flux. Je vous montre là ce que fait Intermarché pendant les périodes de vacances. C'est un pack pré-préparé avec quelques produits pour les gens, pour les vacanciers. Et qu'est-ce qu'il dit? Après 9 heures de route, 10 minutes de course en moins, ça compte. Donc on voit qu'être installé sur les flux, c'est aussi s'intéresser pas simplement à la spatialité, mais à l'usage, et notamment enlever ce qu'on appelle les irritants. Éviter que les gens qui ont des vies compliquées, à pied, en train, en voiture, etc., on leur facilite la vie, on leur réduit les efforts physiques, ils font moins de distance que le magasin est sur le flux, mais également mentaux. Là, on lui enlève les irritants. Ah oui, c'est vrai que c'était compliqué, je suis fatigué après avoir fait 9 heures de voiture. Le produit est déjà, le paquet est déjà pré-préparé. C'est véritablement une logique de commerce de flux. Et puis je voulais vous montrer ça parce que c'est un signal faible intéressant. C'était vendredi dernier, je partais à Lisbonne pour une conférence et je prends l'avion à Orly. Alors Orly, les gens qui prennent l'avion dans les aéroports se sont rendus compte, on le disait tout à l'heure sur les gares, mais à quel point les aéroports sont aussi devenus des centres commerciaux. Orly est un très bel exemple. Les gens y achètent leurs capsules Nespresso qui n'ont pas le temps d'acheter le reste du temps, moi le premier, etc. Donc on voit bien les centres commerciaux intègrent les gares, ils intègrent les aéroports aussi, Orly Ouest. Sauf que là, on arrive à une deuxième génération d'évolution des aéroports. C'est plus uniquement j'y mets du commerce, c'est que je vais faire la même chose que les centres commerciaux. Non seulement ils mettent du commerce, mais de l'événementiel. Je demande, mais donc, vous voyez là, on est vraiment à Orly, je suis entre le comptoir Mariage Frères et le stand La Durée et Nespresso, et je vois ça, et je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils disent, ben, on installe, pour cet après-midi, il y aura des concerts toute l'après-midi. Des concerts pop toute l'après-midi. Bon, évidemment, on avait l'avion à prendre, donc on n'a pas pu voir la suite des événements, mais ça veut dire que l'aéroport, non seulement, comme le centre commercial, dans un premier temps, a intégré du commerce adapté à des gens qui voyagent, en termes évidemment de positionnement, etc., mais en plus, va comme les centres commerciaux, qui le font depuis quelques années, pour rendre en plus l'expérience plus agréable, va mettre de l'événementiel, des événements, peut-être des magiciens ou je ne sais quoi. En l'espèce, c'était des concerts de musique. Donc on voit bien à quel point les lieux de flux, ce qu'on appelle les hubs, les gares, les aéroports, sont en train de muter. L'autre mutation en matière du commerce physique, ce n'est pas une mutation spatiale, c'est une mutation de concept. Les commerces se disent on n'arrivera plus à attirer les consommateurs uniquement pour les marchandises, il faut leur offrir autre chose. Il faut mutualiser les raisons de les faire se déplacer. Et on voit donc apparaître cette notion de tiers-lieu, qui est un vieux concept tiré du monde culturel, où on mélangeait l'activité culturelle, de librairie, etc., beaucoup dans le domaine des librairies, je vais y revenir, évoluer vers à peu près des centres commerciaux, tout type de commerce, où on va mélanger du commercial, du culturel, des musées, du cinéma, éventuellement des théâtres, etc., voire des activités associatives, voire aujourd'hui du coworking, pour faire venir les gens, pas simplement pour la dimension commerciale. Donc le tiers-lieu, vous voyez, c'est un espace un peu ouvert, plus ouvert. En termes spatial, il est beaucoup moins structuré avec des mailles, comme on dit, des couloirs, des allées et du commerce. Il y a des espaces aussi qu'on peut s'approprier. Enfin, c'est des espaces beaucoup plus ouverts. Pour ceux qui connaissent Shoreditch, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont allés à Shoreditch, à Londres? Voilà. Vous avez travaillé là-bas? Bon, ben, vous voyez, Shoreditch, c'est un grand tiers-lieu tout entier. Hein, vous avez des food trucks, vous avez des gens qui travaillent avec leur MacBook Air sur les genoux un peu partout. Ouais, vous avez des box, absolument, qui sont à la fois du commerce, mais aussi des restaurants, de cafés. Vous avez la fameuse pizzeria, hein, qui est oui, je vois que vous la connaissez aussi, qui est juste en face, qui est un grand lieu où les gens viennent travailler tout en discutant. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus ouvert que simplement une relation transactionnelle et marchande. Alors, qu'est-ce que c'est que le tiers-lieu aujourd'hui? D'abord, c'est un lieu de destination. Donc, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. C'est pas un commerce de flux. C'est les gens vont à ça, même s'ils sont aussi en proximité. Hein. C'est des espaces multifonctionnels.
Il y a une dimension émotionnelle, mais il n'y a pas que du divertissement. On va aussi avoir la culture, on va avoir des éléments plus cognitifs. C'est souvent inscrit dans le patrimoine local. Je reprends l'exemple de Shoreditch. Tiens, est-ce que vous savez, vous qui êtes un spécialiste de Shoreditch, quelle était la particularité de ce quartier? Il était connu pourquoi? Avant, c'est une friche, hein, avant qu'il soit réhabilité, etc. Alors ça, c'est après, mais avant, bien avant. C'était le quartier de Jacques l'Éventreur, à Londres. Vous ne saviez pas, hein, si vous aviez su, vous ne seriez pas allé à Shoreditch. Donc tout ça pour dire qu'il y a une réhabilitation, souvent dans ce type de quartier ou de lieu, du patrimoine local. On a souvent un geste architectural à design. Vous avez tout de suite dit les box stores. Ah ouais, ça c'est bon, évidemment, c'est un geste un peu contemporain de mettre des centres commerciaux ou des magasins dans des containers. C'est ça, les box stores, c'est des containers, mais c'est un geste design architectural. Et souvent, c'est des espaces qui mélangent des activités publiques et des activités privées, ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser de questions sur le modèle de financement. Et on voit que sans doute la dimension marchande ne suffit pas à rentabiliser l'activité non marchande et qu'il y a souvent des montages de type public-privé. Alors, quelques illustrations. Bon, le 104, je crois qu'il a été à Paris un des premiers dans cette logique-là, avec des espaces de marchands, de conférences culturelles, de coworking, etc. Les librairies, je parlais beaucoup des librairies. Les librairies ont été vraiment porteuses de cette tradition. On dit souvent d'ailleurs que le tiers-lieu aujourd'hui, c'est un peu des MJC 4.0. C'est les maisons de la culture d'avant, qui étaient un peu moins commerciales, mais dans lesquelles on aura rajouté du commercial et toutes les dimensions, réseaux sociaux, etc. Et puis alors, je vais vous les montrer, parce que j'étais à Agen hier, donc Martin d'Albert, je trouve que ça correspond totalement. Vous voyez, en plus, nous avons deux consommatrices de chez Martin d'Albert, donc devant la vitrine. Et j'ai été très frappé par le fait que cette librairie me semble être un bel exemple de tiers-lieu, en pleine évolution, en pleine mutation, et sans doute de place to be, un des endroits où il faut passer, où il faut être quand on est à Agen. On y trouve des livres, bien sûr, mais aussi des stands, mais aussi des corners, des salons, là c'est le propriétaire, hein, un salon de discussion, il y a des signatures d'auteurs et tout ça. Ils y ont intégré une sorte de mini nature et découverte. Alors c'est pas une franchise nature et découverte, mais c'est l'équivalent sur les thématiques du moment, la spiritualité, le New Age, etc. Donc on voit bien qu'on est dans cette logique-là. Et ces tiers-lieux ne sont pas uniquement des magasins, ça peut être des quartiers entiers. Je reviens à Londres, parce que Londres est un lieu très innovant en matière commerciale. On a parlé de Shoreditch, qui est un quartier entier au pied de la City. Vous avez un autre quartier, pour ceux qui connaissent les Pink Floyd, c'est l'usine sur le disque des Pink Floyd, qui s'appelle Battersea. Et Battersea est en pleine rénovation sur une logique de tiers-lieu, où on va avoir de l'habitat, du commerce, des cinémas, du divertissement, musées, galeries, etc., au bord de la Tamise. Et à la fois, l'idéal du tiers-lieu, et j'espère que ce que je vais dire n'est pas politiquement incorrect, mais si je prends l'exemple d'une ville qui a beaucoup développé cette idée au niveau urbanistique, qui est Bordeaux, bon, alors généralement c'est à ce moment-là que je me fais siffler, Bordeaux est un bel exemple. L'idée, c'est de dire nos quartiers, on va les réhabiliter un peu comme des tiers-lieux, non seulement pour les locaux, mais peut-être même pour attirer des touristes qui vont venir voir l'intérêt de ces endroits, effectivement, qui sont sur la dimension patrimoniale assez intéressants. Alors, je viens de vous montrer qu'une des raisons pour lesquelles le commerce physique gardait et reprenait force et vigueur, c'était qu'effectivement, il mutait. L'autre raison, c'est que son, quelque part, concurrent, jusqu'au point 4, après on verra que dans le point 5, c'est son allié, mais quelque part son concurrent, le canal digital, commence un peu à patiner, on pourrait dire, de façon un peu triviale, et connaît un plafond de verre. Alors on a vu tout à l'heure, vous allez être étonné de cette assertion, puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'il était en pleine progression. Néanmoins, on arrive à un paradoxe, c'est que plus il progresse, plus le commerce digital a des clients, plus il va être confronté à un plafond de verre. Alors là, vous allez dire, mais quelle est cette énigme? Bon, en d'autres termes, quel est son plafond de verre? Ben, son plafond de verre, c'est ça. La livraison. Le dernier kilomètre, l'avant-dernier kilomètre. Plus les gens vont acheter sur Internet, ben plus on va être confronté à des problèmes d'engorgement de livraison, à des problèmes de livraison. Sans parler des facteurs, je dirais, exogènes, que sont les évolutions des villes. Les villes sans voiture, les villes jardins, c'est une tendance mondiale. Même en Chine, moi j'ai connu une tempête de pollution à Pékin. Je peux vous assurer que vous avez connu une tempête de pollution à Pékin. C'est-à-dire des vents de Mongolie qui agrègent des particules de pollution et vous vous retrouvez un peu comme Hulk, tout vert ou tout jaune avec une sorte de
de glu sur le corps après quelques minutes, vous comprenez pourquoi, y compris les Chinois, sont en train d'essayer de faire des choses pour lutter contre la pollution et revenir à des villes plus agréables, plus adoucies, plus vertes, etc., etc. Donc on voit bien qu'à la fois sur l'évolution naturelle des villes vers des villes plus vertes et plus agréables, moins de voitures, moins de pollution, plus de gens qui marchent, etc. Donc des problèmes aussi de livraison, mais aussi pour aller faire ses courses en voiture. Et en même temps, à cause des problèmes de livraison liés à la démultiplication du commerce digital, on commence à avoir un plafond de verre qui est la livraison. C'est intéressant les chiffres sur le commerce digital, le commerce numérique. Le panier moyen diminue. Alors je vous ai expliqué qu'au contraire, on avait de plus en plus d'utilisateurs. Alors pourquoi le panier moyen diminue? D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Et que l'évolution des chiffres d'affaires n'est pas proportionnelle au nombre d'acheteurs. Donc on a évidemment mécaniquement une baisse du panier moyen. L'autre raison, c'est que les e-acheteurs, les acheteurs sur Internet, commencent à faire une analyse du risque. Et se disent, au-delà d'un certain montant de panier, finalement, tout se passe bien jusqu'à l'achat, et après ça commence à être compliqué. J'ai été livré au mauvais moment, j'ai pas pu être livré le jour où je voulais, à l'endroit où je voulais, ou alors ils me demandaient des coûts additionnels et je ne suis pas prêt à les payer, parce qu'on va le voir, je veux tout pour rien aujourd'hui. Et donc finalement, ils font une analyse du risque et se disent, au-delà d'un certain montant de paniers achetés sur Internet, le niveau de risque à la livraison est trop important, et je préfère, pour le coup, plutôt transiger et acheter en magasin physique. Donc on a un arbitrage de canal, comme tout à l'heure, je vous ai signalé un arbitrage de produits quand les gens achetaient plutôt des smartphones que d'autres types de produits. Alors ça explique pourquoi les grands d'Internet se mettent à acheter des magasins physiques. Tout à l'heure, on disait que peut-être que Amazon rachèterait telle ou telle enseigne française, mais Amazon a déjà racheté Whole Foods, c'est-à-dire une très grande chaîne de magasins physiques, plutôt des supermarchés, plutôt alimentaires, plutôt sur le bio, ça tombe bien, c'est l'air du temps, il y a de la marge, c'est plutôt des paniers élevés, donc ils ont plutôt racheté quelque chose qui était à la fois de proximité et en même temps sur des paniers élevés qui correspondaient à des tendances. Mais enfin, ça signale vraiment un élément important, c'est que les grands acteurs des GAFA, comme on dit, d'Internet, se mettent à acheter des magasins physiques parce qu'ils savent que dans toute une série de produits, notamment alimentaires, d'hygiène, beauté, etc., aujourd'hui, c'est peu efficient de les livrer par Internet et il vaut mieux avoir des magasins physiques. Il en est de même d'Alibaba. Alors vous connaissez moins Team Retail, mais c'est une chaîne de grands magasins et de centres commerciaux en Chine, notamment avec aussi des espaces alimentaires assez qualitatifs, un peu dans l'esprit de Galeries Lafayette Gourmet, etc. Et donc évidemment, Alibaba s'est dit, sur ces éléments-là, c'est beaucoup plus efficient d'avoir des magasins physiques que d'avoir du commerce digital. Alors, tout ça est vrai. Bon, je viens de montrer l'exemple d'Alibaba, mais néanmoins, la question de la logistique est moins violente en Asie. Et toutes les analyses prophétiques ou prospectives qui sont faites sur le développement du commerce digital montrent que les pays occidentaux vont plafonner autour de 10%, que la Chine va se développer, mais la Chine a des problèmes de pollution et des problèmes de congestion de voitures, mais que la Corée, l'Inde, etc. vont beaucoup se développer sur le commerce, notamment alimentaire, en e-commerce. Alors c'est exactement le contraire pour l'instant dans les pays occidentaux. Donc on s'est intéressé à pourquoi les pays asiatiques sont plus forts que nous sur les questions logistiques, et on s'est rendu compte qu'ils avaient une autre forme de logistique. C'est ce qu'on appelle la logistique collaborative, qu'on pourrait dire un peu rapidement ubérisée. En fait, ce sont des particuliers qui préparent les paniers, et c'est des particuliers qui les livrent. Et c'est le modèle indien du dabawala, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est la façon dont on livre des millions de repas à Bombay ou dans d'autres villes d'Inde, et qui sont organisés de façon extrêmement efficace, avec un très faible niveau de défaillance et sur le contenu et technique et de livraison, mais qui est entièrement fait par des particuliers. Donc en fait, c'est vraiment une logistique collaborative. C'est évidemment ce qu'essaye de faire aujourd'hui Amazon, Uber, même Walmart, puisque Walmart a modélisé les parcours de son personnel quand ils retournent chez eux, en leur proposant de livrer, de devenir livreur des achats qui ont été faits en e-commerce par leurs clients au niveau des magasins, et donc ça permet d'avoir un coût moins élevé. Le personnel de Walmart, ça lui permet d'avoir des revenus complémentaires, et c'est une façon, en fait, quelque part, d'avoir une forme de livraison et de logistique plus collaborative. Je change de fichier. Voilà, ça vous permet de souffler 2 minutes. Donc on voit que si le commerce physique a un regain d'intérêt aujourd'hui et n'est sans doute pas aussi rapidement mort qu'on nous l'avait dit, c'est dans un premier temps parce qu'il mute en termes de spatialité, en termes de concept, c'est aussi parce qu'il y a un plafond de verre de la part du commerce digital. Mais il y a des conditions. Et ces conditions, on en voit 2 grandes pour, je dirais, la pérennité du commerce physique à l'ère et à l'heure de la révolution commerciale que j'ai évoquée en première partie.
La première, c'est qu'il fasse vivre à ses clients des expériences exceptionnelles, fortement émotionnelles, mais abordables. Ce qui est quasiment un oxymore, puisqu'on sait que faire vivre des expériences, ça a un coût. C'est beaucoup plus facile de mettre des produits sur des tablettes, dans un environnement, dans un display extrêmement simpliste, que de faire vivre des expériences. Et pourtant, elles doivent être abordables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une expérience exceptionnelle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une habitude dans de l'expérience. Ça fait 20 ans que les magasins leur feront vivre des expériences. Ils vont vivre des expériences dans les jeux vidéo. Qui, dans cette salle, est adepte de jeux vidéo? Très bien. Bon. Et encore, je pense qu'il y en a d'autres, mais qui n'osent pas le dire. Bien sûr, pas pendant les cours. Donc, la notion de stimulation émotionnelle, aujourd'hui, c'est quelque chose de vécu. Il y a une expérience là-dessus, dans les magasins, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, etc., etc. Donc les attentes des consommateurs en matière d'expérience sont beaucoup plus grandes qu'elles n'étaient il y a 15 ans. Et ma conviction, et celle des chercheurs, c'est que si on ne fait pas vivre le Cirque du Soleil dans le magasin, il ne faut pas faire d'expérience. C'est une image. Mais c'est l'idée qu'il y a aujourd'hui. Si on fait vivre des expériences dans le magasin pour que les gens viennent, il faut qu'elles soient extrêmement fortes en termes émotionnels. Alors je vais passer sur ce slide qui nous donne, d'abord qui est illisible, mais qui nous donne quand même quelques éléments très forts sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience émotionnelle. Je vais le dire très vite, en reprenant les mots de Turner. Il doit y avoir du rythme, de la pulsation, fulfillment, c'est-à-dire un accomplissement, quelque chose de plein. Eruption from routine, j'aime beaucoup cette notion. Ça doit être une éruption par rapport à la routine, un divertissement au sens le plus fort du terme, me sortir du quotidien. C'est structuré, il y a du sens. On voit qu'il y a un surplus de sens, il y a une valeur ajoutée, pas simplement émotionnelle. La dernière phrase est intéressante que j'ai entourée en rouge. Une expérience aujourd'hui, ça doit quasiment résoudre un drame social. Waouh! On voit l'amplitude de cette notion d'expérience. J'ai pris l'exemple de Gemio, qui est un cas intéressant. Quelque part, ils ont résolu un drame social. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Gemio. C'est une jeune entreprise qui a 5-6 ans, qui a décidé de rentrer dans le domaine de la joaillerie de luxe, secteur totalement saturé. Et ils ont dit, on va rentrer avec une culture réseaux sociaux. C'est-à-dire, au lieu de rentrer en faisant la même chose que les autres, etc. Donc déjà, ils sont un peu moins chers. Et ils ont regardé quels étaient les grands standards dans les imaginaires, dans la joaillerie. C'était la panthère, etc. Bon, eux, ils ont pris un petit chaton qu'ils ont trempé dans de la peinture rose. Alors, je tiens à dire, parce qu'il y a eu des associations d'animaux qui ont dit c'est scandaleux. Non, ça a été fait sur Photoshop. Ne croyez pas qu'ils l'ont fait en réel, mais il y avait des gens qui avaient cru qu'ils avaient vraiment pris un petit chaton et qu'ils l'avaient trempé. Le diadème, au lieu de lui mettre le diadème comme sur ces femmes qu'on voit sur les photos dans la grande joaillerie, sur la tête, ils le mettent légèrement décalé sur l'oreille. Et l'ensemble de leur activité, d'une part, est vendu principalement par les réseaux sociaux. C'est du lean management, c'est même de lean manufacturing, c'est-à-dire qu'ils font de la production à la demande. Et il y a quelques magasins showroom pour montrer ce qu'ils font sur quelques exemples de produits. Et l'ensemble de leurs pubs, j'ai pas le temps de vous les montrer là, mais etc. Et l'ensemble de leurs animations sont inspirées, et terriblement inspirées et ancrées dans la culture des réseaux sociaux. Donc on voit là, on a véritablement une expérience qui est très contemporaine, très digitale et qui correspond bien à l'heure du temps. Ces expériences, elles peuvent être produites par les distributeurs, elles peuvent être coproduites avec les consommateurs, produites par le client. On voit qu'on a aussi des expériences de plus en plus participatives. Bon, Victoria's Secret, je crois que c'est un bel exemple d'expérience produite par le distributeur. Le client est peu participatif. Il achète, mais il ne participe pas vraiment. Tout ce qui s'est fait, alors pas tant en France qu'en Amérique du Nord ou ailleurs, avec Pokémon Go. Donc, qui dans cette salle a été actif sur Pokémon Go? Bon. Même le président, mais il n'ose pas le dire. Bon. Voilà. Alors, vous avez été peu... Il y a eu plus de Pokémon Go articulés, je crois, avec l'aménagement, le tourisme, les villes, qu'avec les distributeurs. Chez Auchan a fait quelques trucs, etc. Je crois que Casino n'a rien fait. Par contre, dans d'autres pays, les distributeurs ont été très présents. Donc c'était, vous êtes en train de chasser les Pokémon, et en même temps, nous, on participe aussi. On était bien sur une expérience coproduite. Et puis, il y a des cas de figure où le consommateur a même la volonté, comme le dit mon ami Alain Petitjean, qui a beaucoup développé cette question-là, de réinterpréter l'expérience. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais aujourd'hui, il est assez fort, et de se la réapproprier en la détournant pour prendre un peu le pouvoir sur l'expérience qui est offerte par le distributeur.
Dans tous les cas, la particularité de cette expérience, c'est qu'elle ne doit pas être coûteuse, elle doit être abordable, elle doit être bon marché. Je veux vivre des choses très fortes, mais pour pas cher. C'est l'antithèse du hard discount. Le hard discount ne se développe pas en période de crise parce qu'il propose la misère au carré. C'est la crise dans ma tête, c'est la crise dans ma famille, dans mon porte-monnaie. Je ne veux pas que ce soit la crise dans l'expérience shopping. Je veux une expérience shopping gratifiante, stimulante, mais pour pas cher. Et pourquoi pour pas cher? Parce que le consommateur aujourd'hui, il veut tout pour rien. Alors je vous ai mis ici une photo du consommateur qui veut tout pour rien. Il est un peu grognon, il a des vies compliquées, il fait des arbitrages, il veut réserver de l'argent pour ses petits voyages et il pense qu'il a une VDM. Et si je regarde 3 verbatims qui illustrent les enquêtes sur les consommateurs actuels, qu'est-ce qu'on voit? Il est très moi, très centré sur lui-même. Je t'emmerde, c'est-à-dire qu'il est quand même très défiant, et il veut faire aucun effort. Vous les avez dans vos magasins? Vous les reconnaissez? Donc c'est pour ça qu'il veut tout pour rien. C'est à la fois pour des raisons psychologiques, attitudinales, c'est aussi parce qu'il fait des arbitrages et parce qu'il considère en plus qu'on doit lui offrir aujourd'hui des choses très abordables. Alors, ce tout pour rien, je suis désolé, c'est la minute philosophique. Ça ne vient pas uniquement du commerce. Ça s'inscrit de façon beaucoup plus profonde dans une évolution sociologique et philosophique de la société occidentale. Les philosophes et les sociologues actuels nous disent les Occidentaux ne croient plus dans les grands principes qui ont structuré la société depuis 2 siècles, depuis les Lumières, grosso modo. L'idée que ça serait mieux demain, tout serait meilleur demain, que les institutions et les normes produisent du bonheur collectif, et que les représentants, les experts, sont les gardiens et les producteurs du bonheur collectif. Les gens ne croiraient plus à ça. Au contraire, ils pensent qu'il faut jouir tout de suite, profiter tout de suite. Il n'y a plus l'idée que le futur sera meilleur, que le salut sera différé. Il n'y a plus l'idée que ce sont les institutions qui vont produire de l'émotion collective, mais plutôt des expériences vécues. Et dans tous les cas, la confiance, elle est surtout organisée autour du moi-moi, du moi-nous, moi et mes tribus, moi et mes réseaux sociaux, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas Internet qui modifie la consommation. Ce n'est pas les distributeurs. C'est la société dans son ensemble qui est en train d'évoluer, dont on voit ici, nous donne les éléments donnés par les sociologues, quelques pistes. Je vous invite à lire cet excellent ouvrage, qui est écrit par une brillante docteure en psychologie et en philosophie, Elsa Godard, et qui étudie beaucoup de phénomènes, et dans ce livre, elle étudie un phénomène, le selfie. Et elle dit, on pourrait croire que le selfie, c'est un épiphénomène. Et comme elle a des compétences académiques très fortes, elle démontre que le selfie n'est qu'un épiphénomène de ce qu'elle appelle une métamorphose moïque, une métamorphose du moi à l'ère du virtuel. Le virtuel n'est pas la cause. Le virtuel, c'est la catalyse, l'accélérateur de cette grande mutation de l'individu et de ses croyances. L'autre raison pour laquelle les gens veulent tout pour rien, c'est que sur Internet, on les habitue par des modèles inversés. On a parlé d'Amazon. Il y a beaucoup de sites où les transactions ne sont pas très chères, mais parce qu'en réalité, c'est le taux de clic. C'est le volume de clientèle qui est rémunéré en amont par des annonceurs sur des bandeaux, etc. On est sur des logiques de modèles inversés. Et puis on a aussi des acteurs qui nous montrent qu'on peut avoir tout pour rien. Regardez Primark. Qui aurait imaginé qu'on pouvait avoir des produits, des vêtements, etc. pour 3 €, 9 €, des jeans, des t-shirts à 3 €, etc. Regardez, les gens viennent 1 heure avant. Dans certains pays, les gens viennent 1 heure avant chez Primark pour éviter comme s'ils évitaient de rater ces bonnes aubaines, alors qu'on sait que c'est du fond de rayon. Il n'y a aucune raison objective pour qu'ils viennent avant. Et on voit bien là cet engouement très fort pour ces enseignes qui permettent d'obtenir tout pour rien. C'est une très jolie enquête qu'a menée l'Obsoco, qui est une instance très importante au niveau national sur la consommation, qui présentait lundi dernier cette étude sur le tout pour rien. Donc alors, le transparent n'est pas terrible parce qu'il est tiré d'une photo d'un écran, enfin à distance, mais je trouve très intéressant. 2 petites secondes sur ce slide. L'enquête interroge 4000 consommateurs sur un échantillon totalement représentatif de toute la population française, à partir de classes d'âge assez jeunes jusqu'à des classes d'âge très, très âgées. Et un des éléments de l'enquête, ça consiste à leur présenter des produits. Alors, c'était plutôt orienté art de la table, parce qu'évidemment, la thématique, c'était l'art de la table. Et on leur demande le prix de ces produits. Donc, dans un premier temps, on leur présente des produits de chez Ikea. C'est la partie gauche. Un couteau, une casserole, une poêle. Et la plupart du temps, les gens vont donner d'ailleurs des prix légèrement supérieurs aux prix réellement vendus chez Ikea. Sur la partie droite,
Et c'est pour ça que j'ai entouré la partie gauche avec ce cadre jaune marqué Ikea, parce que comme Primark, on se rend compte qu'Ikea a contribué à formater les esprits des consommateurs, finalement pour le reste de leur vie de consommateurs, sur l'idée qu'on pouvait avoir tout pour rien. Regardez bien, sur la partie droite, on leur présente un autre couteau, une autre casserole et une autre poêle, qui là viennent non plus de chez Ikea, mais de manufacturiers de très grande qualité, qui frôlent le luxe et autres, avec des prix à 130 €, 120 €, etc. Et on leur demande, mais on leur donne pas les vrais prix, on leur demande, à votre avis, ce produit il est vendu à quel prix? Et celui qui est vendu à 74 €, il le donne à un prix, je ne le vois pas, c'est trop petit, 27 €, 113 €, 45 €, 123 €, 43 €. Donc on voit à quel point le consommateur là, premièrement, a perdu tout référentiel par rapport au couple qualité de la marque, qualité du produit, prix, puisqu'il décote radicalement les prix, et à quel point son référentiel, c'est Ikea. À ce point même que quand on lui demande de donner les prix des produits Ikea, il les surcote par rapport à la réalité. Donc on voit bien que Ikea comme Primark, ça n'est pas eux qui font que les gens veulent tout pour rien, mais catalysent, accélèrent cette volonté des consommateurs d'avoir tout pour rien. Il n'y a pas que Ikea et Primark, il y a aussi les outlets. Qui aurait imaginé que Vallée-Villège deviendrait le 5e lieu touristique français? C'est l'outlet mall qui est à Marne-la-Vallée à côté de chez Disney, où, comme dans tout outlet, mais plus encore, parce qu'évidemment, on est sur 8 millions de visiteurs, on est à côté de chez Disney, il y a le TGV, le RER, on a des marques comme Céline, Guess, Sandro, maintenant, etc., pour moins 30, moins 40, moins 50%, ça ne désemplit pas. Le professeur Moati, que vous voyez là, qui est un éminent collègue qui dirige l'Obsoco, nous montrait qu'il y avait véritablement cette pression maintenant sur l'ensemble des acteurs et qu'on avait une perte, c'est un peu pour confirmer ce que je viens de dire, de valeur très forte, y compris sur des marques. Ça, c'est une dernière partie de l'enquête que je voulais vous montrer de l'enquête d'Obsoco. C'est une question où on interroge les gens, savoir à quel prix ils seraient prêts à payer pour un ensemble complet de verres de très grandes marques, en cristal, etc. Et le prix moyen, alors je ne vais pas prendre tout le détail, mais le prix moyen, grosso modo, c'est 72 €. Sachant que la plupart du temps, c'est le prix d'un verre, si vous voulez, sur l'ensemble de ces marques qui étaient proposées. Donc on voit à quel point on a une compression sur l'idée qu'on veut des marques, une offre très qualitative, mais à des prix plutôt bas. Ça a une conséquence sur l'espérance d'achat. Que voit-on aujourd'hui comme preuve que doit donner le commerçant, justement, pour attirer ses consommateurs en lui faisant vivre des expériences, mais à des prix bas? Il doit raconter des histoires, du branding. Si le magasin ne raconte pas d'histoire, si l'expérience n'est pas chargée en histoire, en storytelling, comme on dit, ça ne fonctionne pas. La particularité, c'est R&S, c'est que ces histoires, elles puisent aujourd'hui leur culture dans les réseaux sociaux. Il doit avoir un savoir-faire, montrer un savoir-faire, notamment artisanal, de tradition. Il doit être tribal, être capable de rassembler des gens ensemble, voire proposer un peu d'art dans le point de vente. C'est plus que du design, c'est une sorte de supplément d'âme un peu artistique. Je vais reprendre ça en images et en statistiques. Premier élément, le savoir-faire. Regardez les statistiques nationales. On voit que les grandes surfaces alimentaires sont en récession, on l'a vu tout à l'heure, à l'alimentation près, notamment une alimentation qualitative. On voit que les petites surfaces alimentaires et les magasins surgelés sont en croissance lente, on l'a vu. Et on voit que ce qui est en ce moment en croissance importante, c'est la courbe verte, c'est l'alimentation spécialisée et l'artisanat commercial. C'est-à-dire là où on a un vrai savoir-faire sur les matières, les process, les produits, qu'on va être capable de montrer, ça enrichit l'expérience. En d'autres termes, il n'y a pas que le storytelling qui va fonctionner. Raconter une histoire un peu avide ou superficielle ne suffira pas. L'enrichir d'un élément, je dirais, concret sur le caractère quasiment d'artisanat commercial. Alors évidemment, un des éléments qui va avec ça, on l'a déjà dit, c'est les circuits courts, parce que le circuit court, il transporte une mythologie de la tradition, de c'était mieux avant, etc. Là, je reprends l'exemple de Shoreditch, où vous avez beaucoup de circuits courts qui sont intégrés dans la distribution. L'autre élément de l'expérience, qui est aujourd'hui très porteuse, c'est le caractère tribal, communautaire. Non seulement je vis une expérience un peu authentique, avec un vrai savoir-faire, qui m'est raconté, mais en plus, où je vais pouvoir échanger avec d'autres consommateurs. C'est pas simplement vous et moi, vous distributeurs et moi consommateurs, qui vivons cette expérience authentique, mais je veux pouvoir la partager, y compris dans le magasin, avec d'autres consommateurs. C'est Lush. Cette marque aussi extraordinaire, qui est un véritable succès depuis une vingtaine d'années,
qui modifie, comme vous le savez, les savons et les cosmétiques avec la métaphore alimentaire, du marché d'avant. Donc on voit bien que même les cosmétiques se mettent à mimer la consommation artisanale et alimentaire artisanale pour vendre des cosmétiques. Ce qui est aussi au passage une façon de faire perdre les codes aux consommateurs. On a bien une distorsion sensorielle et cognitive qui leur permet aussi d'oublier le prix et de payer plus cher que ce qu'ils achèteraient s'ils avaient des référentiels plus stabilisés. Mais surtout, ce qui est très important chez Lush, c'est le côté communautaire. Leur baseline, join a cult, joignez une tribu. Je n'ai pas dit joignez une secte, on n'en est pas là. Joignez une tribu, une communauté. Et on voit bien dans les magasins, les gens essayent les produits ensemble, certains lavent les mains des autres après avoir essayé les produits cosmétiques. On est bien dans une dimension tribale très forte. Et puis la nouveauté, ça c'est assez récent sur l'expérience d'achat, au-delà du storytelling, au-delà du savoir-faire, on commence à voir, au-delà du côté tribal et communautaire, un besoin de supplément d'âme. Donnez-moi des jolis magasins. Mais attention, pas uniquement dans le secteur du luxe. Évidemment, le luxe, c'est faire des jolis magasins. Il a suffisamment de réserves de marge pour pouvoir faire des beaux magasins. Là, c'est une autre affaire. C'est un peu dans la vie du quotidien. Je veux aujourd'hui des beaux magasins, comme des galeries d'art. Alors, j'ai un petit jeu. Malheureusement, nos amis qui sont dans les autres sites ne pourront pas jouer tout de suite, parce que c'est un jeu en direct. Mais je vais jouer avec la salle ici. À votre avis, quand je vous montre cette image, qui renvoie à un magasin, qui ressemble assez à une galerie, hein, c'est vrai. Dans quel type de magasin on pourrait être? Qu'est-ce qu'à votre avis ils y vendent? Et quelle enseigne, de quelle enseigne il s'agit? On m'a dit, Sud Management m'a dit qu'il y avait une Audi à gagner pour ceux qui trouvaient ça. Nos élus, là, jouent aussi, alors apparemment. Donc on voit bien, c'est un magasin qui a artifié, c'est-à-dire qui a transformé un peu son magasin comme une galerie d'art. Qu'est-ce qu'ils peuvent vendre et quelle marque ça pourrait être? De la mayonnaise, de la moutarde, tout à fait, ça pourrait être ça. Alors c'est pas ça. Donc de la pâtisserie, des épices, ça pourrait être ça. Donc là on retrouve la dimension un peu artisanale, alimentaire, mais ça n'est pas ça. Du miel, du fond de teint, oui, ça ressemble aussi à certains magasins cosmétiques comme MAC et autres, oui. Du vernis, oui, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas ça non plus. Bon, pour l'instant, l'Audi n'est pas encore gagné, hein. Je rassure Catherine. Dernière tentative? Non. Bon, oui. Des bougies. C'est très intéressant vos réponses, parce qu'elles renvoient encore quand même à un couple assez homogène entre la nature des produits, leur environnement, leur positionnement et le fait qu'on ait artifié le point de vente. En réalité, quand je disais qu'aujourd'hui les gens attendent de n'importe quel type de magasin, y compris des choses très quotidiennes, voire triviales, de l'artification, la réponse va vous étonner. Ce que vous avez dans ces petits pots, ce sont des déchets. Nous avons des insectes, des acariens, des poussières, et nous sommes chez Dyson, les fabricants d'aspirateurs. Et ils servent, en plus à une expérience que vous voyez là, à essayer les aspirateurs, puisque les gens vont aller prendre les petits pots sur les étagères, les renverser par terre, et puis ils vont voir, d'ailleurs, vous voyez, de façon assez communautaire, parce que chacun regarde avec l'autre comment on peut utiliser l'aspirateur pour enlever ses déchets. Vous voyez, je crois que tout est dit avec cet exemple-là. Artifier le quotidien, c'est aussi artifier quasiment la vente d'aspirateurs. Le problème, c'est que les gens ne seront pas prêts à payer un surplus considérable pour ça. Alors, je voulais terminer l'artification avec ce bel objet. Alors, évidemment, là, on revient dans le domaine du luxe, mais je trouve que, par un raisonnement a fortiori, l'exemple est intéressant. Bon, certes, je suis dans le domaine du luxe, je suis Christophe, je vends des ménagères, historiquement, en argent, très, très chères, très luxueuses, très raffinées, très bien travaillées, magnifiquement travaillées. Mais quand même, j'ai aussi un peu une crise du trafic et du panier. Et donc je réfléchis à comment me revitaliser autour de ces expériences abordables. Je n'ai pas dit pour pas cher, relativisons, c'est le domaine du luxe, mais plus abordables que mes produits d'avant, que mes ménagères d'avant. Et plus abordables économiquement, en termes de prix, mais aussi culturellement, symboliquement, plus dans l'air du temps, plus dans la culture des réseaux sociaux. Donc finalement, il design, donc on a bien à la fois l'artification, mais tout ce que j'ai raconté jusqu'alors, c'est-à-dire le savoir-faire authentique,
Christophe, ils savent faire les ménagères, mais aussi le storytelling tiré des réseaux sociaux. Ils vont designer un objet qui va devenir un objet culte, et assez fun, pour tout dire. C'est un œuf, et un œuf qui s'ouvre, et en s'ouvrant, il laisse apparaître, alors il y a plusieurs types de ménagères, c'est soit une ménagère à 6 couverts, donc enfin à 6 pièces, cuillère, etc., celui-là, soit plus petit pour le café, soit plus luxueux, vraiment en or, pour vraiment mais très peu pour des gens qui voudraient un truc très luxueux. Mais dans tous les cas, on voit qu'on est sur un objet qui est à la fois très design, mais très fun. Toute la com est tirée des réseaux sociaux, donc on est vraiment dans la culture réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et on voit bien à quel point on a là, je crois, une assez belle, et à des prix plus abordables. Il n'est pas donné, mais plus abordable que ce qu'était leur prix traditionnel. Donc ce consommateur qui veut tout pour rien, il le veut aussi dans des expériences de magasinage, d'achat, et il fera le détour par rapport au-delà de sa zone de confort par le magasin, s'il peut y vivre une expérience autour d'un branding sympa, d'un savoir-faire exprimé, d'une forme de tribalité et d'une artification, mais tout ça de façon abordable. Je vais terminer par l'autre élément, qui, à notre avis, et je crois que là on est au cœur des dernières prospectives sur le commerce, vont réintégrer le commerce physique, les commerçants physiques, dans la révolution commerciale. Vous voyez, mon point 5, il boucle avec mon point 1. Comment remettre du commerce physique dans la révolution commerciale? C'est bien comprendre et s'inscrire dans des parcours phygitaux. Alors, je vais d'abord dire un mot du mot phygital. J'aurais pu utiliser le mot cross-canal. Et on voit que la sémantique est en train d'évoluer. On parlait beaucoup de cross-canal, on parle de phygital. Cross-canal, ça avait trop l'idée d'articuler des canaux marchands. Vous savez, on avait le multicanal. Je vends à travers plusieurs canaux. Le cross-canal, j'articule mes canaux, notamment marchands, pour mieux suivre, comme on dit, sans couture, le consommateur. Là, on parle de phygital, c'est pour justement montrer qu'on n'est pas simplement sur des canaux marchands et des magasins physiques, on est sur des logiques un peu différentes. On est sur des logiques articulées par les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Premier cas de figure, un cas assez commun, vous devez le pratiquer, mesdemoiselles, parce que c'est plutôt les cosmétiques. Je vais m'influencer sur des réseaux sociaux d'influence, les youtubeuses par exemple, ou les blogueuses. Je vais ensuite en magasin, je sais exactement ce que je veux, et après je valorise ce que j'ai acheté en magasin, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, etc. Je crois que c'est des parcours que vous pratiquez assez. On est bien sur du phygital. Il y a du physique. Le magasin, on l'a vu tout à l'heure, hein, les jeunes femmes chez NYX, elles ne regardent pas les murs Facebook et autres, elles sont vraiment sur les produits, mais elles ont été influencées en amont et elles valorisent leur expérience d'achat en aval. C'est Pinterest, c'est YouTube. Peut-être ne savez-vous pas que YouTube est le deuxième moteur de recherche commerciale aujourd'hui au monde après Amazon, devant Google. Donc je vais sur YouTube. Autre cas de figure, et là on est plus du côté des magasins, y compris les magasins physiques de chaînes ou indépendants. Je suis un magasin. Tout à l'heure, j'étais plutôt sur le parcours client. Là, je suis plutôt sur un process magasin. Je suis un magasin, je commence à avoir une crise de trafic. Bon, là, en l'espèce, c'est la cuisine et les arts de la table. Je commence à avoir une petite crise de trafic, une crise de panier. Les gens sortent moins de leur zone de confort. Ils vont acheter sur Le Bon Coin, sur Amazon, éventuellement en GSS, voire en solderie ou dans des choses qui sont plus abordables de type Gémeaux et autres. Mais donc, je vais moins dans ce magasin physique. Que fait le magasin physique? Eh bien, il va aller voir sur les réseaux sociaux, dans sa catégorie de produits, la cuisine, la déco, etc., quelles sont les tendances, les pics, de quoi on parle sur les blogs, qu'est-ce qui se passe autour de mon activité dans les réseaux sociaux. Il s'inspire de ça, il va créer des événements en magasin, et quelque part, on rejoint la logique des tiers-lieux, qu'on a vu avec la librairie tout à l'heure, et il va valoriser ça sur les réseaux sociaux. Et donc, on voit bien qu'on a un effet de boucle. Je m'inspire des réseaux sociaux pour mon magasin et pour mes events en magasin, et je les valorise en réseaux sociaux, et tout ça, je ne vais pas vous montrer et vous assommer avec les chiffres, mais faites-moi confiance, il y a énormément de travaux aujourd'hui, notamment tirés des agences, des web agencies, qui montrent que ça crée des différentiels et de trafic magasin et de panier assez importants. Alors, ce que je viens de vous montrer pose une question, que se posent les réseaux sociaux, enfin dans tous les cas qu'ils ont en tête. On est très présent, nous, réseaux sociaux, dans l'influence du consommateur. On est très présent dans la valorisation. Qui ici utilise Snapchat ou Instagram ou Facebook pour valoriser un achat ou n'importe quoi? Pour en parler, pour le promouvoir. Qu'est-ce que vous utilisez? Lequel? Snapchat, Facebook, Instagram? Instagram? Très bien. Vous? Instagram aussi? Très bien. Eh bien, vous voyez bien que
Le réseau social génère de la valeur aujourd'hui pour les consommateurs dans l'influence, dans la valorisation, la promotion, l'échange. Et il se dit, mais pourquoi je ne récupérerais pas aussi la transaction? Pour l'instant, la transaction, c'est le point de vente, ou le site web, ou l'application. Mais il se dit, mais je suis très présent sur le parcours client, pourquoi est-ce que je n'irai pas récupérer la transaction? Eh bien, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, et c'est sans doute l'avenir du commerce digital, c'est de muter des sites web aux applications, aux réseaux sociaux marchands. Et on appelle ça le social commerce ou hashtag commerce. Je vais vous montrer quelques exemples. Imaginons, je reviens d'un voyage au Maroc, j'ai été passionné par la cuisine, et comme souvent, je reviens et je dis « Ah, je veux manger marocain, c'est formidable !» Et donc, je me précipite pour acheter un plat à tagine. Alors, je vais donc sur YouTube, puisque c'est là où on m'explique les différents plats à tagine, etc. Et je vois cette influenceuse, donc Alexis, je ne sais pas si vous la connaissez, les bonnes recettes ou les bonnes capsules d'Alexis, qui me montre un plat à tagine. Eh bien, dans peu de temps, vous verrez apparaître la possibilité de geler la vidéo. Et au moment où le plat à tagine vous plaît, avec votre doigt, vous gelerez la vidéo s'arrêtera, et vous verrez la place de marché qui apparaîtra sur les différents endroits où je peux acheter ce plat à tagine. Et on me proposera aussi bien de me la vendre par un producteur qui fait des plats à tagine, c'est sa spécialité, ou par un distributeur mondial qui vend des plats à tagine comme plein d'autres choses, ou par un distributeur local, je sais pas moi, boulanger, pourquoi pas, ou Darty, éventuellement par un consommateur qui habite à côté ou ailleurs, genre Le Bon Coin, qui lui a des plats à tagine d'occasion et les vend, voire même par un petit magasin indépendant qui a aussi des plats à tagine. Le problème, c'est que pour qu'au moment où je veux ce plat à tagine-là, si effectivement le petit magasin à côté là et que ça me coûte peu d'y aller, finalement c'est assez pratique pour moi d'aller l'acheter, le prix est assez abordable, ou chez un particulier qui le vend, il faut qu'il apparaisse là. Ça veut dire que si on n'a pas plateformisé, comme on dit, les magasins indépendants, les particuliers, etc., ben je n'aurai qu'une prime pour le gros producteur international ou le spécialiste du plat à tagine ou le réseau boulanger. Donc ça veut dire en d'autres termes que premièrement, les gens vont sans doute demain acheter sur les réseaux sociaux, parce qu'au moment où ils seront influencés, ils iront aussi à la transaction, et les réseaux sociaux proposeront également la transaction. Et deuxièmement, dans cette transaction, elle pourra se faire avec toute une série d'offreurs possibles, qui vont du très gros producteur international jusqu'à l'indépendant ou au particulier qui est à côté de chez moi, à la condition que ces gens-là, on les ait intégrés dans ces réseaux sociaux, place de marché. Pinterest le fait déjà. Vous allez voir, et ça existe déjà aux États-Unis, arriver les points bleus sur Pinterest, c'est-à-dire que je suis en train de chercher à acheter un jean, je vais voir sur Pinterest, ce jean me plaît, j'appuie sur le point bleu et je vois apparaître les possibilités pour l'acheter. Je n'ai même plus besoin de sortir de chez moi, sauf s'il y a un magasin à côté de chez moi qui a le jean qui me plaît, etc., et qui a été plateformisé. C'est le modèle chinois. C'est ce que fait la Chine. WeChat, au départ, c'est une application de chat. Qu'est-ce que vous utilisez ici comme chatteur? WhatsApp? Bon, qui utilise WhatsApp? Bon. Qui utilise l'application de chat basique sur le smartphone ou sur le iPhone ou sur Samsung? Voilà, de texto, très bien. Eh bien, au départ, WeChat, c'est ça. Puis c'est devenu un système de paiement, puis c'est devenu Le Bon Coin, puis c'est devenu une application où je peux vendre, où je peux acheter des services, où je peux parler avec les marques, je peux parler avec mes copains, je peux créer des communautés, c'est tout. En fait, c'est tout ce que vous faites aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur G7, sur Uber, etc., intégré dans une seule application qui est en plus un chat. Donc ma conviction, c'est que les réseaux sociaux vont dominer. D'ailleurs, ils dominent déjà. Et si je regarde la colonne de gauche, quelles sont les applications, pas les réseaux sociaux, les applications smartphones les plus utilisées, je vois Facebook, Messenger, WhatsApp, etc. Et quand je vois les plus rentables, je vois Adopte un mec, Tinder, Lovoo, Badoo, etc. Pas Bado, hein, Badoo. Eh bien, moi, je vous propose de croiser les deux tableaux. Je vous propose de croiser Tinder. Alors, on va faire un test avec les plus âgés de la salle. Qui, dans les plus âgés, connaît Tinder? Alors, généralement, c'est à ce moment-là où ils baissent la tête et regardent leurs chaussures. Bon, donc, grosso modo, Tinder, c'est une application mobicuitaire à caractère sexuel. On va dire comme ça. Oui, oui.
C'était pour stimuler leur intérêt. Moi, je vous invite à une option qui est le Tinder dans la rue, mais pour les produits. Regardez bien une simulation possible. Je suis un passionné de jambon espagnol, je sais pas, Ibérico de Bellota, par exemple. Ouais, pas mal, hein, quand même. Et comment on sait que je suis un passionné de ça? Parce que je suis très actif sur la sous-communauté Facebook des passionnés de Ibérico de Bellota. Et puis je me promène dans la rue, et je passe devant un magasin, alors peut-être pas Leclerc, parce qu'on imaginons qu'on est en centre-ville, Franprix. Il n'y a aucune raison que je sache que ce magasin Franprix est en train de faire une promotion et une animation très intéressante, d'ailleurs financièrement intéressante, autour des Ibérico de Bellota. Ça serait un magasin spécialisé dans le jambon espagnol. Il y en a, par exemple, en Angleterre. Il y a une chaîne, Casa de Jamón, c'est clair. Bon, eux, on se doute bien qu'ils font des choses autour de eux. Mais là, il n'y a aucune raison que je le sache. Je me promène dans la rue, je n'étais pas parti faire mes courses, c'est pas la destination, je vais travailler. Et au moment où je passe devant le magasin Franprix, qui fait ce jour-là une animation, une promotion sur ce qui est ma passion, les jambons Ibérico de Bellota, Tind, ça sonne. Et donc, il y a fort à parier que demain, Facebook rachète quelque chose qui ressemblerait à ce type d'application qui va compléter par de la mobilité, par du cross-produit, cross-enseigne, déjà ces applications où je suis capable de repérer les passions, les spécialités, qui je suis, etc. On a bien cette logique complémentaire sur l'ensemble du parcours client, mais animé par les réseaux sociaux. Je voudrais donc terminer, puisqu'il me reste 5 minutes, par une synthèse de tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent. Donc on a vu les crises, crise de trafic, crise du commerce physique, même si et quoique, les crises économiques qui ont impacté aussi, les gens veulent tout pour rien parce qu'il y a aussi l'impact de la crise économique. On a vu que ça avait un impact sur le trafic, la destination, sur le panier, notamment sur les hypermarchés, mais pas seulement. On a vu l'arrivée croissante de tas d'applications sur les smartphones et à quel point le smartphone est devenu l'objet dominant. Ma conviction, je ne vous l'ai pas dite, mais ma conviction et celle de beaucoup de chercheurs, c'est qu'on n'en est pas encore aux objets connectés, que pendant encore 7, 8, 9, 10 ans, le meilleur médiateur de toutes ces interactions que je viens de décrire, ce sera sans doute le smartphone. Peut-être que dans 10 ans, effectivement, les frigos parleront directement au producteur, qui parlera directement à la voiture, etc. Sans doute qu'aujourd'hui, on est encore sur une intégration à travers le smartphone, qui semble être un très bon médiateur. Vous avez vu, les gens, aujourd'hui, comme le montre mon ami Lardelier ou Elsa Godard, n'arrivent plus à se séparer de leur smartphone. Il y a même des fabricants qui sont en train de penser le street food à une main, manger dans la rue à une main, parce que justement l'autre main est prise par le smartphone. On a vu les canaux alternatifs, la consommation collaborative, les canaux courts, et puis on a vu la place de plus en plus importante des réseaux sociaux. Alors, comment ça impacte l'ensemble du secteur de la distribution? On voit apparaître ce qu'on appelle une longue traîne. Qu'est-ce que c'est qu'une longue traîne? C'est quelques acteurs qui s'en tirent de mieux en mieux parce qu'ils ont des positions dominantes. On l'a vu tout à l'heure, c'est les GSS. C'est les H&M, les Primark, les Zara, etc. C'est une érosion des parts de marché des acteurs physiques les moins protégés, c'est-à-dire à la fois les moins puissants et les moins agiles. On a vu Toys R Us et d'autres marques de ce type-là. Sachant que la frontière est ténue entre ceux qui survivent bien, etc. Toys R Us, il y a quelques années, c'était un acteur important. On a vu la montée en puissance de tous les micro-niches, le commerce collaboratif, les nouveaux canaux, les nouveaux concepts, tout ça médiatisé par des systèmes d'information. Il y a quelques années, c'était très difficile de trouver en commerce collaboratif des choses. Il fallait passer des annonces, il fallait aller dans des revues spécialisées, ça prenait des mois. Aujourd'hui, ça prend une seconde, je parle à mon smartphone et il me connecte sur le Bon Coin ou sur Amazon et je peux trouver le produit en très peu de temps, y compris auprès de particuliers. Donc on voit bien que le secteur est en train de bouger et on risque d'avoir un secteur du commerce à deux vitesses. D'un côté, des grands acteurs dominants, physiques d'ailleurs ou digitaux, et d'autres, des places de marché, puisque ce que je vous raconte là, c'est une place de marché, le rectangle rouge, un système d'information qui industrialise des tas de petits acteurs, c'est bien la logique des places de marché, et au contraire, au milieu, bon, et puis quelques niches, justement artisanales, un peu spécialisées, et puis au contraire, au milieu ici, quand même, ce qu'on appelle le big middle, des acteurs qui risquent de souffrir, parce qu'ils sont ni assez rentiers et puissants pour organiser le commerce de demain, ni assez agiles pour s'inscrire dans les places de marché. D'où l'importance de plateformiser, y compris les petits acteurs, où est ma souris, et les commerçants de centre-ville. D'autant que
il y a peu à parier que cette longue traîne se modifie, puisque quand on voit qu'elle existe non seulement dans le commerce physique, mais qu'elle existe aussi dans le commerce digital, on voit bien que c'est la nature économique du commerce en mutation et en émergence. Que montre ce schéma? Il n'y a pas qu'H&M qui est dominant. Il y a aussi dans le monde digital 0,6% des sites qui font 61% du chiffre d'affaires. C'est Amazon, entre autres. Mais c'est aussi ce qu'on a vu avec tout à l'heure Adopt a Mec pour les parties plus servicielles, mais aussi tous les grands acteurs aujourd'hui de l'économie digitale. 0,6% des sites, 61% du chiffre d'affaires. C'est Cdiscount, c'est vente privée, etc. Et puis on voit qu'on a 95% des sites qui font 15% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que la nature économique de la révolution commerciale, elle reproduit la même structure de marché. La longue traîne, pour ceux qui ont fait de l'économie, ça s'appelle un oligopole avec frange. Donc elle reproduit la même structure, un oligopole avec frange, et dans le domaine physique, des magasins physiques, et dans le domaine des magasins digitaux. Deuxième particularité, on a longtemps, depuis le 19e siècle, vu le commerce organisé en canal. On va le voir maintenant organisé en écosystème. Je vais vous montrer ça très rapidement avec un petit schéma. Années 50-60, les marchés sont peu segmentés, c'est le début de la société de consommation. Les canaux se structurent autour de trois grands acteurs, les producteurs, les consommateurs, les distributeurs. Qui tire le maximum de valeur du consommateur parce qu'il sait répondre à ses usages, à ses besoins, parce qu'il sait déjà lui raconter des histoires. On retrouve Marx dans le Capital qui parle de fétichiser la marchandise pour créer un surplus de valeur par rapport à simplement une valeur d'usage. Ce sont les producteurs. C'est les grandes marques, vous n'étiez pas nés, mais la plupart d'entre vous, mais c'est les années 50-60, c'est Procter, etc., c'est les lessiviers, ils racontent des histoires à travers la publicité, à travers les masses médias, et ils tirent un maximum de valeur sur les consommateurs, de leurs revenus, qui vont chercher les produits chez les distributeurs, mais le capitanat de valeur, pour parler comme Marx, est principalement récupéré et mené par les producteurs. Années 70-90, les marchés se segmentent, les gens deviennent des sujets, ils s'expriment de plus en plus, ils ont des envies plus variées, comme le montre le petit schéma. Ils ont donc besoin d'une relation d'usage, mais aussi affective, émotionnelle, plus immédiate, plus quotidienne, pas simplement liée aux producteurs. Ils commencent à dialoguer avec les distributeurs, qui ne sont plus des chaînes, mais des enseignes, c'est-à-dire des marques. Quand j'ai commencé ma carrière, on ne parlait pas d'enseignes, on parlait de chaînes de magasins. Aujourd'hui, on parle d'enseignes, c'est-à-dire des distributeurs qui racontent des choses. C'est les grands réseaux de franchise qui vont être les premiers à faire ça, les Eram et autres, mais c'est aussi les Ikea, les grandes GSS, les Leroy Merlin, etc., qui ne sont plus que des distributeurs qui deviennent des marques. Forcément, en faisant ça, ils récupèrent une partie de la valeur qui, jusqu'alors, était principalement captée par les producteurs, d'où des relations souvent légèrement tendu entre... Non, ça n'existe pas, Monsieur le Président. Entre les producteurs, le Président étant de Casino, je me permets de me tourner vers lui, entre les producteurs et les distributeurs. Quoi qu'il en soit, au plan macroéconomique, on a le sentiment que les capitaines de valeur sont devenus les distributeurs. Quid de demain? C'est quoi cette économie politique du commerce 4.0, du commerce en mutation, de la révolution commerciale? On pense que, déjà, l'acteur majeur, c'est le consommateur, mais pas le consommateur en mouvement. Le fait qu'il soit en mouvement, qu'il achète avec son smartphone, qu'il s'influence sur le smartphone, modifie radicalement l'économie générale. Il n'est plus canalisé, il est en mouvement. Donc ceux qui vont avoir le lead sur la compréhension de ses besoins, de ses usages, de ses envies, de ses désirs, toute la dimension marxienne, c'est-à-dire répondre aux usages, mais aussi au côté fétichisé, c'est-à-dire très émotionnel, c'est les applis, c'est les réseaux sociaux, c'est les smartphones, et derrière les bases de données, qui ne sont pas nouvelles, elles font le même travail que les études de marché. Elles font le même travail que les sondages quantitatifs, elles font le même travail que les focus group. La seule différence, c'est que c'est instantané, massif et digitalisé, et donc la capacité de réponse est beaucoup plus rapide. Facebook, finalement, c'est un gros focus group avec des collages. On a tous fait des focus group avec des collages pour analyser des marques, des patchs, etc. C'est la même chose. Les autres ne disparaissent pas. Si j'ai enchasamisé la chemise ou la veste de quelqu'un que je croise dans la rue qui me plaît, je peux l'acheter, me dit l'application, chez un producteur, chez un commerçant, voire chez un particulier, ce qui d'ailleurs fractionne aussi la valeur. Donc ils n'ont pas disparu, mais ils sont insérés dans un écosystème qui est organisé de façon systémique et permanente et dynamique, beaucoup plus que par des canaux où on envoie des consommateurs chez les distributeurs.
Le capitanat de valeur semble avoir migré, et il y a fort à parier que les leaders de la valeur ne sont plus ni les producteurs, même s'ils se battent, ni les distributeurs, mais l'ensemble des acteurs de cet écosystème, enfin du cœur de l'écosystème, qui est signalé par l'ovale rouge. Pour témoigner un peu plus de cette analyse, je suis allé chercher les valeurs de capitalisation boursière de tout ce petit monde. Attention, les producteurs se battent. L'Oréal se bat. Regardez la force d'une entreprise comme L'Oréal pour continuer à répondre aux usages, à fétichiser sa marchandise. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des fruits dans Fructis. Ça montre la force du marketing d'entreprises comme L'Oréal. 24 milliards. Gucci se bat. Je crois qu'ils sont allés chercher un nouveau designer là récemment pour revaloriser la marque, la revitaliser. 13 milliards et demi. Vuitton, n'en parlons même pas. C'est extraordinaire. Fétichiser de la toile cirée. C'est magique. 29 milliards. Les distributeurs se battent. Alors j'ai mis Carrefour parce que les cours sont connus. 11 milliards. On me dit qu'ils ont un peu augmenté récemment depuis qu'on parle d'éventuels rachats par Amazon. Dans tous les cas, tout ce petit monde se bat pour continuer à essayer d'attirer le consommateur. Ça coûte de l'argent d'essayer de faire ça. Mais finalement, quand on regarde l'écosystème, on se rend compte que c'est déjà un peu dit quand même. Facebook, 130 milliards. Google, 245 milliards. Apple, 234 milliards. Amazon, 139. Et Alibaba, qui n'est même pas encore dans les pays occidentaux ou juste embryonnaire, 59 milliards. Les autres n'ont pas disparu, ni les grands ni les petits. Par contre, ils s'inscriront sans doute dans une logique qui est beaucoup plus complexe d'écosystème. Qu'est-ce que c'est que cet écosystème? C'est des gens qui dialoguent en permanence avec des réseaux sociaux qui articulent des réponses à travers des places de marché. Eh bien, c'est le modèle chinois. Donc c'est pour ça qu'une fois, la Chine a longtemps été le copieur de l'Occident. Là, ça semble être un peu le contraire. Il semble que ceux qui ont déjà compris ça, pour des raisons que je n'ai pas le temps évidemment d'évoquer là, j'ai déjà présenté des conférences exclusivement sur le sujet. C'est pourquoi la Chine est en avance et nous a signalé ce modèle d'articulation de réseaux sociaux avec des places de marché et donc tout un nouvel écosystème. Et dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'excellent ouvrage de mon ami le professeur Benavent, que vous pourriez d'ailleurs inviter, plateforme, qui vient un peu après ma présentation. C'est que serait une société et une économie où les services, les biens et l'ensemble de l'économie est plateformisé. Ça me semble être une des pistes intéressantes à creuser. Pour finir, et ça s'adresse moi aux étudiants, quoique, vous êtes aussi en alternance et vous êtes les futurs acteurs du commerce, mais aussi aux commerçants ou aux représentants des commerçants qui sont dans la pièce, dans la salle et à l'écoute sur les autres sites, quelques conseils pour le commerce, disons plutôt de centre-ville, pour participer à toute cette logique-là. Ne pas rater les places de marché, soit les internationales marchandes, soit les locales territoriales. Je crois qu'il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui expérimentent des places de marché et des territoriales qui intègrent les commerçants pour justement les lier avec les réseaux sociaux, la géolocalisation, Waze, etc. Ne pas rater et être intégré dans des systèmes dynamiques de géolocalisation. C'est pas moi qui vais chercher où est le magasin. C'est effectivement, quand je passe devant le Franprix qui a le Iberico de Vellota et que je suis un passionné parce que ça se sait sur Facebook, j'ai une information renseignée, riche, qui ne sera pas considérée comme du push intrusif, mais au contraire comme de la valeur. Pouvoir s'agréger avec d'autres magasins pour créer des parcours de cross-canalité qui répondent à ces envies de consommateurs qui ne sont pas uniquement d'être sur un type de produit, mais sur toute une expérience de consommation, et ne pas rater la révolution du hashtag commerce. Je pense véritablement que demain, les grands acteurs, y compris du commerce, plus simplement de la pub ou de l'influence, ça sera Facebook, ça sera Instagram, etc., etc. En d'autres termes, et ça conclut ma conférence, on a commencé avec l'idée d'une révolution commerciale qui pourrait porter préjudice au commerce physique. Je termine avec l'idée que non, si ce commerce physique sait s'organiser à travers les places de marché, à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'on appelle la plateformisation digitale, notamment pour la ville, du commerce urbain, et ce, de la motivation d'achat jusqu'à la livraison, dont on a vu que c'était aussi une des grandes problématiques. Je ne représente pas mon agenda, vous l'avez vu. Oui, le commerce physique reprend force et vigueur, parce que le commerce digital mute lui-même, qu'il a lui-même des problèmes avec la logistique, à condition de faire vivre des expériences exceptionnelles mais abordables, et de s'inscrire dans des parcours digitaux organisés par les réseaux sociaux. Je voudrais terminer avec ce que disait mon maître Gérard Demuth dans cet excellent ouvrage qu'il a écrit avant Internet et qui est, semble-t-il, je pense, le livre qui explique le mieux la société dans laquelle nous vivons et la consommation dans laquelle nous vivons. Tout ça peut sembler difficile, révolutionnaire, inquiétant,
comme toute révolution au XIXe siècle, il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec ces révolutions. Mais je crois que ça nous montre aussi des pistes très intéressantes, des opportunités. Et comme le disait Gérard Demuth de la COFREMCA, rien n'est plus pareil, mais ça n'est pas un drame. J'aimerais vous laisser sur cette note d'optimisme et vous remercier vivement tous pour votre attention.